Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre ce séminaire proposé aujourd'hui par l'IGPDE, l'Institut de la gestion publique et du développement économique. La question suivante va nous occuper ces 2 prochaines heures, mobilité sociale, si on misait sur le capital humain. Alors de quoi parle-t-on précisément ? Selon l'OCDE, la mobilité sociale, c'est lorsqu'une personne change de statut socio-économique, que ce soit par rapport à ses parents ou au cours de sa propre vie. Et l'OCDE précise, dans les pays européens de l'OCDE, les enfants qui grandissent dans les milieux les moins favorisés sur le plan socio-économique gagnent, une fois adultes, jusqu'à 20% de moins que ceux ayant eu une enfance plus favorable. Alors, quelle est la réalité de cette affirmation en France? Quelle reproduction sociale existe dans notre pays? Les trajectoires socio-économiques ont-elles évolué dans un sens ou dans l'autre au cours de ces dernières décennies? L'ascenseur social est-il en panne? Quel est le rôle joué par l'éducation dans cette reproduction sociale? L'éducation modifie-t-elle les trajectoires et quel doit être le rôle des politiques publiques et notamment en termes de redistribution? Autant de questions qui seront abordées au cours de ces 2 prochaines heures que l'on espère riches en débats. Nous avons structuré ce séminaire en 3 parties avec pour commencer un état des lieux de la mobilité sociale en France, puis ensuite un focus sur la question de l'éducation pour ensuite nous pencher sur le lien entre les structures économiques et la mobilité sociale. L'occasion de voir quel est le rôle des politiques publiques, notamment en termes de redistribution. Vous avez le programme, je vous présente maintenant nos 4 intervenants par ordre alphabétique. Stéphane Benveniste, bonjour, vous êtes chercheur à l'Institut national d'études démographiques, l'INED, chercheur associé à Aix-Marseille School of Economics. Jean-Marc Germain, vous êtes inspecteur général de l'INSEE, conseiller du directeur général chargé d'enseignement à l'école des ponts Paris-Tech. Élise Villery, professeure d'économie à l'Université Paris-Dauphine. Et Louis-André Vallée, directeur de recherche CNRS au groupe d'études des méthodes d'analyse sociologique de la Sorbonne. Pour vous, qui êtes branchés, qui nous écoutez, qui nous regardez en ligne, sachez que vous pouvez poser des questions au fur et à mesure de cet échange. Nous les prendrons au fil de la discussion. On va donc commencer par dresser un état des lieux de la mobilité sociale en France. Et je me tourne naturellement vers vous, Jean-Marc Germain. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous faire une petite photo de la mobilité sociale en France aujourd'hui? Oui, bonjour à tous. Je vais donner quelques chiffres parce qu'à un moment donné, il faut qu'on regarde des réalités concrètes. Mais d'abord expliquer comment on fait à l'INSEE pour mesurer la mobilité intergénérationnelle, puisque c'est par cela que je vais commencer. On regarde tout simplement, d'abord parce que c'est les données qui existent, mais aussi parce que c'est une réalité sociale très forte en France. La catégorie socio-professionnelle, le fait d'être cadre, profession intermédiaire, ouvrier ou employé, qualifié ou non qualifié, détermine, même s'il y a des débats sur ce plan-là, la situation sociale de manière très forte, détermine le revenu, l'endroit où on habite, et aussi, et c'est là par quoi je vais commencer, la réussite de ses enfants. Et ce qu'on constate à l'INSEE, vous avez un diaporama sur le site de l'IGPDE qui cite une étude de Marc Collet et de Émilie Pénicaud, qui est récente, qui date de 2019, qui est constituée à partir d'enquêtes qu'on fait régulièrement, qui s'appelle Formation et qualification professionnelle, et qui regarde la situation des personnes par rapport à celle de leurs parents. Qu'est-ce qu'on constate? On constate une reproduction très forte des situations sociales. Dis-moi qui sont tes parents et je te dirai qui tu es. C'est pas spécifique à la France, on pourra y revenir, mais pour ne pas vous inonder de chiffres, mais vous dire de retenir ceci. Quand on est enfant de parents cadres ou profession intellectuelle supérieure, qui est une des catégories de l'INSEE, eh bien en 2015, qui est la date de la dernière enquête, on avait 74% de chances d'accéder au statut de cadre ou profession intermédiaire.
Et à l'opposé, quand on est enfant d'ouvriers et d'employés non qualifiés, on a 27% de chances d'accéder à cette catégorie qui est relativement large, hein, j'ai dit cadre et profession intermédiaire. Donc on voit l'écart massif. Et à contrario, dans l'accès aux catégories d'ouvriers et d'employés, ben, quand on est enfant de cadre et profession intellectuelle supérieure, c'est 18%. Et quand on est enfant d'ouvriers et d'employés non qualifiés, c'est 66%. Donc on voit qu'il y a une reproduction très forte des inégalités. Ça avait conduit à l'OCDE de dire qu'il fallait 6 générations pour réduire à moins de 20% en termes de salaire l'écart entre des enfants de cadres et des enfants d'ouvriers et d'employés non qualifiés. Voilà. Et on conteste un peu cette durée-là, qui nous semble inférieure, mais la réalité qui est admise par toutes, c'est qu'il faut plusieurs générations pour arriver à réduire les écarts en fonction de l'origine. Et puis, on a aussi une autre mesure qui, elle, regarde simplement le positionnement dans l'échelle des revenus. Donc pour s'affranchir un peu du fait notamment que au fil des années, la situation des cadres évolue. Il y a un accroissement, un doublement du nombre de cadres et de professions intermédiaires, et donc la position sociale se réduit. Et quand on regarde, ça c'est une étude qui est faite par aussi 2 collègues de l'INSEE, qui est très récente, qui conduit à dire qu'il y a un peu plus de mobilité que ce qu'on croit quand on regarde les catégories socio-professionnelles, et qui là regarde le classement, d'ailleurs au centième de revenu, des enfants en fonction des parents, à partir d'un sous-échantillon du recensement, 4% du recensement, ce qu'on appelle l'échantillon démographique permanent, montre que, je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais quand on est dans les quand les parents sont dans les 20% les plus élevés, on a 35% en tant qu'enfant de se retrouver dans les 20% du haut et simplement 15% d'être dans les 20% du bas. A contrario, quand on est les 20% du bas, et je vais m'arrêter là-dessus, on a 12% de chances d'arriver dans les 20% du haut et 30% de chances d'y rester. Donc, ce n'est pas 100%, on ne reste pas totalement dans sa catégorie, on le voit, mais il y a aussi, en termes de revenus, une mobilité sociale qui est relativement faible, même si au sein de ces catégories-là, on constate des destins et des mobilités qui peuvent être plus importantes. Louis-André Vallée, vous-même, avez étudié également la mobilité sociale. Est-ce que vous arrivez au même constat, Germain ? Oui, alors je rejoins Jean-Marc Germain. Enfin, j'ai envie de dire, pour commencer, qu'effectivement, donc on a la chance en France d'avoir des données de grande qualité qui sont produites par l'INSEE. Les premières données représentatives sur la mobilité sociale en France datent de l'enquête emploi de juin 1953. Et depuis, effectivement, il y a la série des enquêtes formation, qualification professionnelle. À partir de 1963, la dernière étant 2014-2015, c'est l'INSEE première et l'article de France Portrait Social que Jean-Marc Germain évoquait. Alors, juste pour donner un ordre de grandeur, si on prend cette enquête emploi de juin 1953, donc au milieu du XXe siècle, c'était un homme ou une femme sur 2 qui était classé dans la même catégorie socio-professionnelle que son père. Exactement 51% des hommes et 48% des femmes. Et quand on regarde effectivement, à partir des enquêtes formation qualification professionnelle qui suivent, 1970, 1977, 1985, 1993, on voit que cette proportion diminue. En fait, dans la même nomenclature, en 1993, ce n'est plus un homme sur 2, c'est en fait 35% des hommes, donc un peu plus d'un homme sur 3 qui est dans la même catégorie socio-professionnelle que son père. Et c'est en fait une femme sur 4, 23% exactement, qui est dans la même catégorie socio-professionnelle que son père. Alors,
La nomenclature des catégories socio-professionnelles a changé. Si on regarde donc effectivement dans la nomenclature des groupes socio-professionnels en 6 postes, effectivement, donc on arrive à ce constat que Marc Collet et Émilie Pénicaud faisaient et auquel je souscris totalement. J'ai repris les mêmes données. En fait, aujourd'hui, en 2014-2015, c'est 36% des hommes qui sont classés dans le même groupe socio-professionnel que leur père et 23% des femmes. Ce qui veut dire que donc, la mobilité totale observée est à peu près stable pour les hommes depuis 1985. Elle est stable par rapport au père pour les femmes depuis le début des années 2000. Mais tout de même, effectivement, alors il y a une tendance. Les pourcentages donc, que citait Jean-Marc Germain sont tout à fait justes. Donc il y a une tendance à la reproduction sociale, mais c'est juste une tendance. La mobilité, si on regarde les effectifs, effectivement, la mobilité a toujours été plus importante que l'immobilité. Je disais, au milieu du XXe siècle, c'était un homme sur 2, voilà, on était à la moitié. Depuis, la mobilité s'est accrue. Donc la mobilité... Il y a effectivement de la mobilité sociale, alors qu'on peut... que pour une part, on peut appeler la mobilité non verticale, donc on ne sait pas bien la qualifier en termes de changement de position sociale dans un sens ascendant ou descendant. C'est par exemple passer du groupe des agriculteurs exploitants ou du groupe des artisans commerçants chefs d'entreprise à profession intermédiaire, c'est ascendant, descendant. C'est un changement de catégorie socio-professionnelle. Alors, appelons ça de la mobilité non verticale, parce qu'effectivement, c'est un changement de groupe. On ne sait pas bien la qualifier. Par contre, effectivement, je pense que tout le monde s'accorde sur le fait que, voilà, on a les cadres et professions intellectuelles supérieures, les professions intermédiaires et puis les employés et ouvriers. Donc, si on regarde, alors effectivement, au fil du temps, on voit que cette mobilité verticale est devenue de plus en plus importante et dans les deux sens. À la fois, la mobilité ascendante a augmenté, mais aussi la mobilité descendante. En fait, si je prends la période ou les enquêtes de 1977 à 2014-2015, donc ces enquêtes FQP, en fait, la mobilité ascendante a toujours dominé la mobilité descendante, mais ce rapport est progressivement devenu moins favorable. Alors avant de terminer le tour d'étape, vous voulez juste apporter une petite précision? Oui, une petite précision parce que quand on parle des taux de mobilité, il faut être assez clair en disant effectivement il y a de la mobilité, mais elle a tendance à se produire avec des catégories socio-professionnelles qui sont proches. Ouais. C'est-à-dire que les cadres peuvent devenir professions intermédiaires, mais très rarement ouvriers ou employés, et encore moins non qualifiés, et vice-versa. Et c'est ça, au fond, qui nous intéresse dans le débat d'aujourd'hui. C'est est-ce que quand je suis fils d'ouvrier ou d'employé non qualifié, j'ai une chance égale à tout le monde d'arriver au sommet, ce qui devrait être le cas, notamment si le système éducatif et ensuite le système professionnel était le cas. Or, ce n'est vraiment pas le cas. Là, pour le coup, cette mobilité, elle est faible. Et surtout, ce qui est très inquiétant, c'est que depuis 1993, 2000, la datation dépend selon les indicateurs, mais il semblerait qu'il y ait un mouvement en arrière et que la mobilité se soit réduite. Si je vous cite juste un chiffre, l'accès aux catégories de cadres et professions intermédiaires des enfants d'ouvriers ou d'employés non qualifiés était de 31% en 1993 et est redescendu à 27%. Donc ces dernières années n'ont pas été favorables pour ces mobilités que nous on appelle un peu extrêmes, c'est-à-dire du bas vers le haut. Alors, Stéphane Benveniste, vous étudiez particulièrement les inégalités de destin en fonction de l'origine sociale. On a vu que c'était
compliqué de sauter une catégorie socio-professionnelle. On a beaucoup parlé de mobilité sociale. Quelle est la différence entre mobilité sociale et égalité des chances? Oui, bonjour, merci pour votre invitation. Donc, pardon, excusez-moi. Du coup, je dirais que, en fait, on a cherché à mesurer la mobilité sociale, en fait, essentiellement par la mobilité intergénérationnelle, effectivement. Et donc, pour ça, on a pu le faire par des matrices de transition entre des classifications qui sont plutôt plus ou moins standardisées, généralement donc au niveau international, comme des questions de classe sociale. Et en fait, la littérature, une littérature s'est développée par ailleurs, qui était plutôt sur l'égalité des chances ou l'égalité des opportunités, on dit dans les pays anglo-saxons, qui va en fait s'intéresser à la distinction entre ce qui relève donc de la liberté et de la capacité des gens à influer sur leur destin, et ce qui va relever des circonstances individuelles. Et donc on va distinguer ce qui relève des circonstances, du déterminisme social, et ce qui relève de l'effort des individus. Et ça, c'est la littérature sur l'égalité des chances, précisément. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des débats qui vont être philosophiques sur qu'est-ce qui relève de la liberté des individus d'influer sur leur destin, mais aussi des choix du coup empiriques pour les chercheurs qui vont faire que, en fait, selon ce qu'on intègre dans les circonstances ou ce qu'on intègre dans l'effort, on va arriver à des estimations qui vont pas toujours complètement coller. Mais donc c'est ça la distinction principale. La mobilité sociale, la mobilité intergénérationnelle va chercher à simplement mesurer l'évolution du destin des gens en fonction de leur origine sociale. L'égalité des chances va ajouter sur ça la question du libre arbitre et de la capacité directe des gens à influer sur leur destin. Est-ce qu'on peut faire un petit comparatif entre la France, comment se situe la France par rapport à ses voisins européens en termes de mobilité sociale? Alors, moi j'ai surtout travaillé sur la mobilité intergénérationnelle éducative, sur laquelle on reviendra peut-être dans la deuxième partie, précisément. Après, je sais qu'il y a un peu des débats sur effectivement où se situe précisément la France. La France se situe donc après redistribution relativement dans une position d'égalité relative par rapport à d'autres pays en termes de revenus disponibles. Pour ce qui est de la mobilité sociale, en fait, ça va souvent dépendre aussi un petit peu des indicateurs qui vont pouvoir être retenus et de la méthode qui va être exploitée pour pouvoir mesurer cette mobilité intergénérationnelle. Notamment, donc je pense à une note de Clément d'Herbecourt récemment qui faisait un petit peu une revue de cette littérature sur la mobilité intergénérationnelle en termes de catégories socio-professionnelles et de revenus aussi, et où on voit que effectivement les données françaises sont de grande qualité, mais un des défauts pour pouvoir mesurer la mobilité intergénérationnelle de revenus est qu'on connaît rarement, ou on fait déjà quasiment jamais, le revenu des parents directement dans les enquêtes qui sont disponibles, et donc on l'estime à deux étapes, à partir notamment de la profession des parents. Justement, Élise Huillery, vous pouvez peut-être nous parler de cette note de l'Institut des politiques publiques, qui est assez récente, qui date d'octobre 2023, la mobilité intergénérationnelle de revenus en France, qui se demande dans quelle mesure les revenus des individus sont liés à ceux de leurs parents. Oui, donc effectivement, cette note, elle a permis de donner, on va dire, une actualisation de la mesure de la mobilité sociale, ou plutôt de l'immobilité sociale en grande partie. Elle a pris les individus donc, de l'échantillon démographique permanent, qui sont en fait des gens qui sont nés dans les 4 premiers jours d'octobre et qui, parce qu'ils sont nés de manière absolument aléatoire ces 4 premiers jours, sont un échantillon représentatif de la population française. Ils ont pris les personnes qui sont nées entre 72 et 81, donc qui ont aujourd'hui entre 40 et 50 ans. Donc en fait, ça permet d'observer leurs revenus à un moment de leur vie d'adulte assez avancé, on va dire, un peu intermédiaire quand on est dans la quarantaine, pour pouvoir lier le revenu
du ménage dans lequel ils vivent. Donc ça, c'est une innovation de cette note d'ailleurs, de prendre en considération non pas le revenu de l'individu, mais de son ménage, ce qui est important puisqu'il y a évidemment les phénomènes aussi de monoparentalité, mariage, etc. Donc en fait, c'est très intéressant que la note permette de prendre en compte le revenu du ménage dans lequel vit l'individu, pas seulement le sien. Et pour ces individus donc, qui ont dans la quarantaine, de lier les revenus de leur ménage à un revenu estimé de leurs parents, parce que comme le disait Stéphane Benveniste, on n'observe pas directement, à moins que les parents soient nés en octobre eux-mêmes, dans les 4 premiers jours d'octobre, on n'observe pas directement le revenu des parents, mais on peut l'estimer avec des modèles économétriques, et les auteurs montrent que leur modèle est validé avec justement en 2 étapes, suffisamment bien en tout cas pour pouvoir avoir confiance en ce résultat. Et donc qu'est-ce qu'il montre? En fait c'est ce dont Jean-Marc Germain parlait tout à l'heure, mais un chiffre peut-être un tout petit peu différent puisqu'il a été fait sur cette cohorte particulière des gens qui ont une quarantaine d'années. Il montre que, en fait, il compare la probabilité d'enfants nés dans les 20% des familles les plus pauvres et les 20% des familles les plus riches d'accéder à la catégorie des 20% les plus riches. Si on était dans une mobilité sociale parfaite, la probabilité serait égale. Et en fait, il montre que la probabilité est 4 fois plus grande d'être dans cette catégorie des 20% les plus riches quand on vient soi-même de cette catégorie-là plutôt que des 20% les plus pauvres. Donc ce rapport de 1 à 4 dans la probabilité d'accéder à ce premier quintile, il est tout à fait important. Évidemment, il est trop important, il est trop élevé, et donc c'est comment dire, à nouveau une statistique qui montre, même si on peut constater qu'en termes de catégories socio-professionnelles, il y a une mobilité sociale quand même importante. En termes de revenus, voilà, cet écart de probabilité de 1 à 4, il est massif, et donc il montre quand même une certaine forme d'immobilité dans la société française. Louis-André Vallée, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, merci. Oui, je voudrais revenir sur 2 points. Alors, ce qui est assez intéressant, donc effectivement, donc les économistes étudient donc la mobilité intergénérationnelle du revenu et sont parus en fin d'année dernière, effectivement, à peu près simultanément, 2 travaux. Donc, il y a effectivement cette note de l'Institut des politiques publiques, donc de Gustave Kennedy et Louis Sirugue, donc qui utilisent les données de l'EDP et qui estime effectivement donc le revenu des parents et qui travaille donc sur les générations nées dans les années 1970 et est paru donc à peu près au même moment, et c'est publié dans Économie et Statistique, je crois, au mois de novembre, l'article de Michael Siksik qui renvoie alors un travail donc que Jean-Marc Germain a évoqué, je crois tout à l'heure, qui est un gros document de travail de Michael Siksik et Hicham Abbas, publié l'année d'avant, et qui est le premier article qui travaille aussi sur les données de l'EDP, l'échantillon démographique permanent, mais qui est vraiment le premier travail en France pour lequel on observe réellement le revenu des individus et de leurs parents. Et le travail est fait sur donc les hommes et femmes âgés de 27 à 30 ans, donc plus jeunes effectivement. Et donc l'article est tout à fait intéressant et j'ai envie de dire, en fait, l'article montre bien que le lien entre le revenu des parents et le revenu des jeunes est tangible, sans être toutefois extrême. Hein, le coefficient de corrélation linéaire, c'est 0,25. Ça serait 1, donc c'est une corrélation positive. Hein, à revenu des parents plus élevé, revenu de l'enfant plus élevé également. Mais si le lien était absolument strict entre le rang des parents et le rang des enfants, le coefficient de corrélation serait de 1. Il est de 0,25, ce qu'en statistique on appelle plutôt une corrélation modérée, ou pour le dire d'une façon un peu différente. Donc il y a effectivement une tendance à la reproduction, mais il y a aussi de la mobilité. Je pense que c'est important effectivement de dire les 2 choses. On peut le dire d'une façon différente. On peut prendre effectivement des tranches de revenus, les 20% les plus bas, les 20% au-dessus, etc. Voilà. Donc on travaille avec des cinquièmes de revenus. Et en fait, un des résultats de l'article de Michael Siksik, c'est que 73% des jeunes de 29 ans appartiennent à un cinquième de revenus qui est différent de celui de leurs parents. Je reviens très vite sur un autre aspect, sur
la mesure de l'inégalité des chances. Alors il y a une grande tradition d'études sociologiques dans ce domaine où on utilise une statistique qui s'appelle l'odds ratio. Et cette statistique, elle mesure l'avantage relatif qu'ont les individus d'une origine sociale donnée par rapport à ceux d'une autre origine sociale pour accéder à une position plutôt qu'à une autre. Par exemple, l'avantage relatif qu'ont les fils de cadre sur les fils d'ouvriers pour devenir cadre plutôt qu'ouvrier. Alors cette statistique, elle a de bonnes propriétés parce qu'elle est indépendante en fait de l'évolution des marges, donc indépendante de l'évolution de la structure socio-professionnelle. En 2014-2015, l'odds ratio, donc je vais le dire comme ça, donc par rapport aux fils d'ouvriers, les fils de cadre avaient 25 fois plus de chances d'être cadre qu'ouvrier. 25 fois plus, c'est un avantage considérable. En 1993, ce n'était pas 25, c'était 41. En 1977, c'était 92. Et c'est un résultat assez général. C'est-à-dire que c'est et c'est un résultat pour la France. Hein, autrement dit, il y a une tendance donc, des odds ratios, et ça peut se modéliser, je n'entre pas dans les détails. Donc ça va devenir compliqué. Oui, mais on peut observer, et on l'a fait au fil du temps, on peut observer que l'inégalité des chances sociales s'est un peu réduite en France au fil des décennies. Et ce n'est pas uniquement un résultat français. On peut... voilà, je suis un peu long, donc je m'excuse et je m'arrête tout de suite, mais il y a des travaux comparatifs publiés à Oxford University Press en 2004, à Stanford University Press en 2020, auxquels j'ai participé, qui montrent qu'effectivement cette tendance existe. Donc vous voyez, je finis en disant, il faut dire un peu de choses à la fois. C'est-à-dire qu'il faut dire, oui, il y a une tendance à la reproduction sociale, c'est vrai, et je ne conteste pas ça du tout. On l'observe d'ailleurs dans tous les pays, mais la société française est quand même aujourd'hui, du point de vue de l'allocation des positions sociales, un peu moins inégalitaire qu'elle l'était voilà quelques décennies. Voilà, je m'arrête là maintenant. Alors, juste deux petites questions qui nous viennent de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, avant de passer à la deuxième partie, plus précisément sur l'école. Est-ce que la catégorie socio-professionnelle du père ou celle de la mère a le plus de poids dans la trajectoire sociale d'un individu? Première question. Deuxième question, y a-t-il un lien entre l'origine du revenu, redistribution sociale, salaire, patrimoine, et la mobilité sociale? Qui veut répondre à une de ces deux questions? Jean-Marc Germain. Moi, je peux répondre, oui, parce que, sur la première question notamment, est-ce que c'est la position du père ou de la mère qui est très importante? La réponse est plutôt oui et non, c'est-à-dire que, évidemment, quand on regarde les premières cohortes, c'est surtout les pères qui étaient actifs, et donc c'était dominant. Parce que les mères ne travaillaient pas. Voilà, les mères ne travaillaient pas, et donc, et d'ailleurs, on étudie la reproduction des inégalités entre les pères et les fils, et les pères et les filles en premier, c'est ce qui est le plus significatif. Mais bien sûr, on étudie aussi la reproduction mère-fille. Alors bizarrement, pas mère-fils, je ne sais pas pourquoi, mais ça doit être moins significatif. Mais la différence est de moins en moins importante, et en fait, ce qui compte, c'est surtout la position sociale la plus élevée dans la famille. Alors traditionnellement, ça a été l'homme, mais maintenant il y a des changements assez profonds dans les cohortes les plus récentes. Mais je vous renvoie à l'étude de Marc Collet et d'Émilie Pénicaud, puisque là vous avez tous les chiffres en fonction du père ou de la mère, et vous verrez qu'il n'y a pas de grande différence. En revanche, ce qu'on voit, et qui est un problème évidemment très important, c'est l'inégalité entre les fils et les filles. C'est-à-dire que la probabilité d'être cadre quand votre père est cadre n'est pas du tout la même si vous êtes une fille ou un fils, mais ça c'est lié à la structure dans la société, aux inégalités entre les femmes et les hommes, qu'on connaît poste à poste, mais qu'on sait aussi énorme dans l'accès aux professions. Et on verra tout à l'heure que le système éducatif compte, mais le système aussi de réseaux sociaux
et donc d'appui du père sur son fils ou sa fille pour s'intégrer, notamment dans des postes qui sont en haut de l'échelle, sont très importants. Et donc, dans les inégalités aussi et dans la reproduction des inégalités, les filles et les femmes sont très défavorisées. Élise Villery. Oui, je voulais juste ajouter parce que la question de différencier les facteurs me paraissait intéressante. Et justement, le rapport de France Stratégie, qui est paru cet automne également, sur la mobilité sociale, fait un travail assez intéressant pour justement montrer le poids relatif entre la catégorie socio-professionnelle des parents dans la mobilité sociale versus l'origine migratoire. Et c'est une question qui n'a pas été posée, mais justement, je pense que c'est important qu'on en parle. Également la position, enfin la localisation géographique. Et ce qu'il montre, c'est l'immense domination de la catégorie socio-professionnelle dans les trajectoires et un petit rôle, une fois qu'on contrôle par cette catégorie socio-professionnelle, l'origine migratoire, par exemple, a plus qu'un rôle assez limité. Et donc ça, c'est peut-être un peu quelque chose qui mérite d'être dit parce que c'est pas forcément intuitif que l'origine migratoire n'a pas en tant que tel un rôle important une fois qu'on contrôle par la catégorie socio-professionnelle, par exemple. On va aborder la deuxième partie ou vous vouliez rajouter non, Non, une transition peut-être sur la Vas-y. deuxième partie, c'est que dans la suite de ce rapport, justement, en fait, ce qui est fait aussi, c'est qu'il y a une analyse de médiation, on va dire, sur comment cette origine sociale va jouer sur les destinées. Et ce qui est montré, c'est que c'est surtout l'éducation, en fait, qui joue beaucoup et qui va jouer c'est l'origine sociale qui va déterminer l'éducation et donc, du coup, ensuite, l'éducation qui va déterminer les destinées. C'est une transition toute trouvée. Je voulais faire référence au livre de Xavier Jaravel. Marie Curie habite dans le Morbihan. La baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée représente un danger pour la démocratie, met en garde l'économiste Camille Landé. L'OCDE fait un lien étroit entre inclusivité et gain de productivité. Élise Villery, on a beaucoup parlé de l'enquête PISA, qui montre que la France, 1, est mal placée, 2, qu'elle régresse par rapport aux autres pays de l'OCDE. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette enquête ? Alors, si on reprend depuis qu'elle existe, donc depuis 2000, elle a lieu tous les 3 ans, pour rappel, depuis 2000. Et la dernière enquête PISA, dont les résultats sont parus très récemment, a été faite en 2022. Donc entre 2000 et 2022, on a comme ça 22 ans de perspective, à la fois donc temporelle, avec même si c'est pas du temps très très long, c'est quand même du temps un peu long. Et puis comparaison internationale, puisque tous les pays de l'OCDE participent à PISA, enfin tous ou presque depuis le départ. Et donc ce qu'on voit, alors en fait jusqu'en 2018, donc jusqu'à avant le Covid, en réalité on n'était pas mauvais, on était juste moyen. On a toujours tendance à se flageller énormément, mais en fait on était moyen, on ne décollait pas de cette moyenne, donc c'était pas spécialement mauvais. Et en 2022, après le Covid, on a plus baissé que les autres. Donc là c'est vrai qu'il y a quand même un décrochage de la France par rapport au reste des pays de l'OCDE entre 2018 et 2022. Donc la phase Covid a été apparemment scolairement, en tout cas, moins bien gérée en France qu'ailleurs. Ce qui est un peu étonnant d'ailleurs parce qu'on a eu moins de fermetures d'écoles, beaucoup moins de fermetures d'écoles. Mais on a sûrement une continuité pédagogique qui a été également moins bonne en réalité. Donc voilà, on a ce décrochage très récent. Mais sinon, il faut quand même garder en tête qu'on était plutôt un pays moyen et pas catastrophique. En revanche, on est catastrophique en termes d'inégalité sociale et donc ça nous ramène évidemment à notre sujet d'aujourd'hui. Et là, quand on regarde la corrélation entre l'origine sociale, donc PISA utilise une mesure de niveau socio-économique et culturel des familles. Et ça, c'est persistant. Il n'y a vraiment aucune évolution positive de la France par rapport au reste des pays de l'OCDE quant à cette corrélation entre l'origine sociale et la performance dans PISA. On est vraiment dans le top des pays inégalitaires sur le plan de cette corrélation. Donc ça pose vraiment une question majeure parce que l'éducation est le vaccin contre la pauvreté. Donc effectivement, c'est le médiateur le plus important de la mobilité sociale en fait, ou de l'immobilité sociale, l'éducation. Donc si on est le pays le plus inégalitaire en termes d'éducation, effectivement, on ne peut pas espérer après, sur les catégories socio-professionnelles, sur les revenus, on ne peut pas espérer avoir une grande mobilité sociale. Donc il faut vraiment résoudre ce problème
de déterminisme social dans les résultats scolaires pour ensuite pouvoir imaginer avoir beaucoup plus de mobilité sur le marché du travail. Et ce qu'on doit réaliser, et je pense que PISA doit nous le faire réaliser, on le répète, mais en fait ça persiste, c'est qu'effectivement, c'est pas pareil ailleurs, donc il y a forcément quelque chose à faire, on y reviendra évidemment beaucoup plus tard, pour améliorer, pour détendre en fait ce lien entre l'origine sociale et la performance dans PISA. Alors Stéphane Bordanis, vous avez une petite réserve méthodologique sur PISA, peut-être la partager avec le reste. En fait, c'est effectivement un chiffre qui est donné souvent, cette question de l'origine socio-économique et culturelle, des familles et quel est le score moyen en fait en mathématiques, en lecture des enfants qui ont un score socio-économique et culturel différent. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce score socio-économique et culturel, il est calibré au niveau international. Et donc, ce qu'on compare, c'est le score moyen en lecture ou en maths en France, en Colombie ou au Danemark, des élèves qui sont dans le score socio-économique et culturel parmi les 10% les plus faibles au niveau mondial. Et donc, effectivement, si on est en France parmi les 10% les plus faibles au niveau mondial de score socio-économique et culturel, on est relativement très défavorisé dans son pays, alors que c'est moins le cas en Colombie et que, par exemple, au Danemark, on est incapable d'estimer, puisqu'il n'y a pas assez d'observations, voire aucune, le score moyen en lecture des élèves danois parmi les 10% les plus faibles du score socio-économique mondial. Donc, c'est juste que c'est un point qui n'est pas forcément souvent soulevé, alors que c'est des choses qui sont discutées fréquemment, ces résultats de PISA à chaque sortie des enquêtes. Mais pour autant, les résultats des autres tests internationaux du type TIMSS vont aussi un peu dans ce sens-là. Les autres résultats de recherche qui étudient les inégalités scolaires selon l'origine sociale vont aussi dans le sens des inégalités très fortes en France. Donc ça ne remet pas en cause les résultats principaux de PISA. Et d'ailleurs, les derniers résultats de TIMSS sont aussi encore peut-être plus désastreux pour le niveau de mathématiques en France que les résultats PISA. Ouais. Donc on va revenir après sur le cœur de votre étude. Juste avant, Louise et André Vallée, est-ce que vous pouvez nous parler du lien qui existe entre éducation et fluidité sociale ? Oui, alors en quelques mots, donc je disais précédemment donc que l'inégalité des chances sociales donc avait tendanciellement donc un peu diminué en France au fil des décennies. Et donc, on a cherché effectivement dans la recherche internationale donc à comprendre, puisqu'on observait ce résultat-là aussi dans d'autres pays, on a cherché à comprendre donc ce qui produisait cela. Et concrètement, donc pour travailler sur cette question, donc on a repris les mêmes données, mais en incluant les données d'éducation et en travaillant non plus au fil des enquêtes, mais en travaillant au fil des générations de naissance, puisque l'éducation, c'est typiquement un phénomène cohortal, ça se transforme au fil des générations. Voilà, pour donner juste un exemple, nous rappeler un exemple, je pense que c'est important pour les personnes qui nous écoutent. En 1985, il y avait 30% d'une génération qui était diplômée du baccalauréat. 10 ans après, c'était 60%. Donc voilà. Et donc dans ces travaux, donc, alors, à la fois en France et puis sur 7 autres pays, et on a publié ça donc, dans un ouvrage à Stanford University Press en 2020, en fait, on arrive à cette conclusion. Ce qui a produit la lente et modeste diminution de l'inégalité des chances sociales dans les pays, c'est effectivement l'éducation. C'est les transformations intervenues dans l'éducation. Et alors, deux transformations, en fait. Premièrement, la lente et modeste démocratisation de l'enseignement. Il y a toujours de l'inégalité des chances devant l'école aujourd'hui, on le sait bien en France, mais il y en a quand même moins qu'il y en avait quelques générations. J'ai publié avec Claude Tello en 2000 dans Économie et Statistique un article qui s'intitulait « La réduction des inégalités sociales devant l'école depuis le début du siècle ». En utilisant 5 enquêtes génération, 2 enquêtes emploi. En 2018, Julie Falcon et Pierre Bataille
étendre ce type de travail à partir de toutes les enquêtes emploi et en détaillant finement donc les diplômes de l'enseignement supérieur, et ils ont le même diagnostic. Donc l'école française est aujourd'hui un peu moins inégalitaire qu'elle l'était dans le passé. Ça n'enlève rien à ce qu'on disait effectivement auparavant sur le fait, je souscris complètement effectivement au fait que les enquêtes PISA ont au fil, qui n'étaient pas prises au sérieux au début des années 2000, je m'en rappelle tout à fait, mais au fil des répétitions, effectivement, les enquêtes PISA nous ont fait prendre conscience du fait qu'on avait quand même cette position très peu enviable d'être dans le peloton de tête des pays pour la force du lien entre l'origine sociale et puis le niveau de compétences mesuré à 15 ans. Alors, donc, si la fluidité sociale a un peu augmenté, si l'inégalité des chances sociales a un peu diminué, c'est qu'il y a eu un peu de diminution de l'inégalité des chances devant l'enseignement, et puis parce que l'expansion du système éducatif, en fait, par un effet de composition un peu complexe, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails là maintenant, mais l'expansion de l'éducation en elle-même, effectivement, a un effet favorable et a contribué en elle-même à la diminution de l'inégalité des chances sociales. Jean-Marc Germain, vous nous avez mis une étude de l'INSEE qui date... Pardon. Du ministère de l'Enseignement supérieur. Du ministère de l'Enseignement supérieur. Avec des données tout à fait, avec des données de l'INSEE. Alors, qui est un peu ancien, qui date de juin 2012, mais qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Oui. Sur l'accès au diplôme de l'enseignement supérieur dépend très fortement de celui des parents. Oui, sans vouloir d'ailleurs relativiser le message sur le rôle majeur de l'éducation et sur les progrès qui ont été faits, y compris sur l'objectif de massification de l'accès à l'enseignement supérieur. En même temps, on doit dresser un constat qui va d'ailleurs au-delà de PISA et de son interprétation, c'est qu'à la fin du système éducatif, eh bien, le diplôme dépend très fortement, on fait le lien avec le débat précédent, de la situation des parents. Si vous êtes enfant d'ouvriers non qualifiés, vous avez 4% de chances d'accéder à un diplôme de Bac plus 5 et 12% ou plus, et un diplôme de Bac plus 3 ou plus. Quand on sait que le Bac plus 5 est la porte d'entrée au statut de cadre, eh bien on voit que le système scolaire ne parvient pas, pour les enfants de familles les plus modestes, à leur permettre d'avoir les mêmes chances pour les autres. Parce que si vous êtes enfant de cadre, ou enfant d'enseignant, d'ailleurs les enseignants, qui est une catégorie plutôt intermédiaire en termes de revenus, en termes de réussite scolaire des enfants est privilégiée, eh bien c'est les 2/3, 66%. Donc 12% Bac plus 3 d'un côté, 66% Bac plus 3 de l'autre. Et donc il y a toujours, malgré les progrès qui sont incontestables, une inégalité très forte, et là, qui n'est pas liée sur des tests internationaux dont on contesterait la pertinence, parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut évaluer les maths ou le français ou d'autres matières, mais une reproduction des inégalités qu'on a vu tout à l'heure sur la situation en cours de vie professionnelle. Là, c'est la catégorie socio-professionnelle, ou le revenu à 40 ans ou à 28 ans pour l'étude de Michael Siksik et d'Hicham Abbas que j'ai cité. Mais on voit qu'une des clés fondamentales, c'est celle de notre débat, ça passe par le diplôme. Et ceci d'autant plus qu'en France, comme dans beaucoup de pays européens, le diplôme est très déterminant pour votre statut futur, ce qui est moins le cas dans des pays comme les États-Unis. On évoquait les comparaisons tout à l'heure internationales. Il y a à peu près le même niveau de reproduction des inégalités en termes de salaire entre la France et les États-Unis, mais en France, elle passe plus par le diplôme et par le système éducatif. Donc c'est vraiment un enjeu majeur. Et puis deuxième point que je voulais dire, peut-être que j'anticipe un peu sur la fin de cette partie, mais c'est que ensuite on essaie d'étudier à l'INSEE comment se passe la carrière professionnelle une fois qu'on a obtenu son diplôme. Donc quel est votre niveau dans l'échelle sociale
en fonction de votre niveau de diplôme. Et on a synthétisé ça un peu pour simplifier les choses, dans une échelle à 20 barreaux, avec en bas le bas de l'échelle des revenus et tout en haut le haut de l'échelle des revenus. Eh bien, quand on n'a pas de diplôme, on commence en moyenne au niveau 4. En dessous, c'est des gens qui sont en situation de paupérisation, d'exclusion, de déclassement. Et on finit au niveau 10, voilà, à peu près au milieu de l'échelle. Donc on gravit quand même 6 échelons. Il faut avoir une vision quand même de mobilité tout au long de sa vie, en termes de revenus au moins, comme un peu des tapis roulants qui avancent, quel que soit le niveau de diplôme. Sauf que quand on a un diplôme, par exemple, de Bac plus 3 au niveau supérieur, on ne va pas commencer au niveau 4, on va commencer au niveau 12, donc au-dessus de la fin de la vie professionnelle, entre guillemets, en moyenne de ceux qui n'ont pas de diplôme, et on va finir au niveau 19. Donc on va progresser à peu près la même chose. Les tapis roulants avancent à la même vitesse, mais on ne part pas du tout du même niveau, ce qui montre que le niveau de diplôme, qui dépend de la situation sociale des parents, va continuer tout au long de la vie à maintenir ces inégalités et même à les accroître, parce qu'on a beaucoup parlé ici de position dans l'échelle des revenus, que ce soit dans l'étude précédente sur les 20% qui passent du plus bas sur les 20% les plus hauts. Sauf que le dernier barreau de l'échelle, c'est comme s'il était quasiment au double du 19e. Et donc, en fait, il faut aussi voir que tout en haut de l'échelle, il y a une dilatation très forte et donc des inégalités très importantes. Voilà, tout ça pour dire qu'il faut avoir une vision d'évolution tout au long de la vie, mais qui en réalité font que les inégalités qu'on constate à 28 ans, eh bien, elles augmentent à 40 ans. On a cité ce chiffre tout à l'heure de dire qu'on a 4 fois plus de chances à 40 ans de passer du bas en haut, selon qu'on vient que les parents sont du bas en haut. À 28 ans, c'était 2 fois dans les 6 chiffres que j'ai cités. Donc vous voyez, en 20 ans déjà, l'écart avait doublé. Ensuite, ça bouge moins sur la deuxième partie de la vie professionnelle. Stéphane Benveniste, l'objet de votre thèse, c'est la reproduction sociale dans les grandes écoles. C'est même plus précisément les grandes écoles au XXe siècle, le champ des élites françaises, reproduction sociale, dynastie, réseau. Quand on a expliqué quelle était l'importance du diplôme en France, vous avez constaté que la reproduction sociale, elle était là juste en regardant les admissions aux grandes écoles. Oui. Peut-être avant même de passer aux filières les plus sélectives, je voulais juste compléter avec deux chiffres ce que vient de dire Jean-Marc Germain. Et donc dire que l'accès à l'enseignement supérieur tout court, quel que soit le niveau de diplôme atteint, Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5, selon la catégorie socio-professionnelle, en fait, c'est 4 enfants de cadres et assimilés sur 5 qui ont accès à l'enseignement supérieur, contre 1 sur 3 pour les enfants d'ouvriers. Et pour le coup, puisque je parlais plusieurs fois de la manière dont on mesure les choses, on a un faisceau d'indices qui est concordant si on mesure ça à partir du revenu des parents, puisqu'il y a une étude de Cécile Bonneau et Sébastien Grosbon qui utilisent le revenu des parents, et on voit que si les enfants des parents parmi les 10% les plus pauvres sont 35% à rentrer dans l'enseignement supérieur contre 90% pour les enfants des 10% les plus riches. Donc on voit effectivement qu'on a un accès à cet enseignement supérieur qui est très inégalitaire. Et si on zoome effectivement sur les filières d'élite, il y a eu avant sous la soutenance de ma thèse un rapport de l'Institut des politiques publiques qui travaillait aussi sur ces questions sur une période récente entre 2005 et 2016. Et ce qui montre, c'est que en fait, si on s'intéresse aux parents de professions et catégories socio-professionnelles très supérieures, ça représente 20% de la population, mais ils représentent 65% des effectifs dans les grandes écoles et jusqu'à 85% des effectifs, en fait, si on s'intéresse aux grandes écoles les plus sélectives. Et ça n'a pas bougé ? Alors, donc eux, ils regardent ça sur la période 2005-2015, pendant laquelle justement il y a eu plusieurs politiques d'ouverture sociale qui ont été mises en place. Et sur cette période relativement courte, mais intéressante du fait de ces politiques d'ouverture, ils ne voient pas d'évolution particulière.
Après, en lien avec la question de la massification scolaire et le fait que ça a permis d'égaliser les destinées, pour les filières sélectives, c'est aussi ce qu'on a pu voir dans un premier temps en s'intéressant à la catégorie socio-professionnelle des parents, notamment dans l'article de Falcon et Bataille, ce qu'ils mettent en avant, c'est qu'on a une forme de démocratisation aussi des grandes écoles. Mais donc en regardant toutes les grandes écoles ensemble et en regardant, en s'intéressant à la profession du père. Du coup, ce que j'ai pu faire moi dans ma thèse, c'est de collecter des données directement auprès d'une dizaine de grandes écoles très sélectives, hein, parmi lesquelles l'ENA, l'ENS ou Sciences Po. Polytechnique, et sur 130 ans, donc entre 1885 et 2015. Donc ça fait à peu près 400 000 étudiants sur cette période. Et en utilisant en fait le nom de famille qui est un indicateur de l'origine géographique, donc du lieu de naissance, et aussi de la probabilité que le père ait été diplômé d'une grande école, ce que je peux montrer, c'est que on a pour les générations qui sont nées à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, environ 150 fois plus de chances d'accéder à ces 10 écoles parmi les plus sélectives si notre père était lui-même diplômé d'une de ces grandes écoles, ce qui est assez énorme, et ce qui a été réduit sur les cohortes suivantes, mais ce qui en fait est ensuite complètement stable à travers le 20e siècle. Donc toutes les cohortes nées entre 1915 et 1995 ont eu environ 80 fois plus de chances d'accéder à ces grandes écoles prestigieuses si leur père était lui-même diplômé d'une de ces écoles. Donc effectivement, la massification scolaire a permis d'égaliser un peu plus les destins, a permis davantage de fluidité sociale. Mais si on zoome sur les filières d'élite et qu'on s'intéresse à un statut social vraiment très élevé des parents, on voit qu'en fait, il y a eu plutôt une stabilité de la reproduction sociale à travers le XXe siècle. André Vallée, on nous demande de préciser la définition de fluidité sociale. Vous pouvez le faire pour nous. La fluidité sociale, en fait, bon, c'est un terme, c'est le terme consacré dans la littérature. C'est en fait la force intrinsèque du lien entre origine et position sociale. Donc voilà. Donc oui, c'est le degré d'association statistique entre les origines sociales et les positions sociales, mesuré indépendamment de ce que sont les structures socio-professionnelles, donc des deux générations. Donc voilà, c'est en fait c'est une mesure donc du degré de l'inégalité des chances qui est indépendante en fait des structures socio-professionnelles. J'avais envie de revenir sur deux points, alors oui, concernant donc les grandes écoles, il y a effectivement une différence de résultats entre des résultats qui sont obtenus donc sur des enquêtes nationales représentatives, et il y avait un article alors voilà, 20 ans en fait, hein, Valérie Albouy et Thomas Vanek dans Économie et Statistique, je crois que c'était 2003 ou 2004, qui montrait qu'effectivement après une première démocratisation dans les grandes écoles, en fait, les grandes écoles s'étaient refermées, et ça avait effectivement pas mal à l'époque agité le Landerneau et les grandes et les initiatives du type une grande école, pourquoi pas moi, etc., se sont développées à partir de là. Alors, sur donc, l'article de Falcon et Bataille, effectivement, qui utilise les enquêtes emploi, montre que, y compris pour les grandes écoles, cette fermeture effectivement est interrompue et c'est reparti vers un peu plus d'ouverture. Ça, c'est sur des données d'enquête qui prennent en compte des générations et des personnes diplômées. Ça prend en compte sûrement un ensemble de grandes écoles beaucoup plus important que les grandes écoles du haut de la distribution, les 10 ou 15 grandes écoles les plus sélectives et les plus prestigieuses. Dernier point
pour revenir sur la note France Stratégie de Johanna Barras et Peggy Furic qu'Élise Huillery évoquait tout à l'heure, la force du destin, poids des héritages et parcours scolaires, juste pour... alors que ça actualise effectivement les données du panel 1995, si on prend en fait les élèves entrés en classe de 6e en 2007, je tire ça de cette note, voilà, prenons 100 enfants donc, de ménages donc d'origine modeste d'un côté et 100 enfants de ménages d'origine favorisée de l'autre. 7 ans après, vous avez 64% des élèves d'origine favorisée qui accèdent à l'enseignement supérieur. Vous avez 28% des élèves d'origine modeste qui accèdent à l'enseignement supérieur. Et il y a un graphique que je peux montrer à mes collègues là, qui est dans la note, qui est tout à fait parlant et qui montre effectivement comment au fil de la scolarité, entre 2007 et 2014, la différenciation se fait. Alors, il y a déjà une différenciation qui existe au départ, puisque en fait, parmi les 100 élèves d'origine modeste, vous en avez 19 qui sont en retard scolaire, alors que vous n'en avez que 8 parmi les 100 enfants d'origine favorisée. Mais il se passe des choses dans les parcours scolaires, effectivement. Alors, je finis en disant, en fait, on sait depuis... j'ai envie de dire très longtemps, en fait, depuis le début des années 60. Le premier panel d'élèves, c'est l'INED, où est Stéphane, effectivement, actuellement, qui, en 1962, réalise la première grande enquête nationale sur l'orientation au sortir de l'école élémentaire. À l'époque, quand même, j'ai envie de rappeler ça, c'est important juste pour qu'on mesure aussi les chemins parcourus. Parmi les élèves, les sortants de cours moyens seconde année en 1962, parmi les élèves de CM2, la dernière année, cours moyen seconde année, sur 5 élèves, vous en aviez un qui était un redoublant. La proportion de redoublement était faramineuse à l'époque. Si on prend ceux qui ne redoublaient pas, vous en aviez simplement 55% qui entraient en classe de 6e. Donc l'écrémage, je mets ça entre guillemets, l'écrémage social, effectivement, se faisait en fait très, très tôt. Je finis en disant, en fait, on sait depuis, Alain Girard l'avait montré dans ses premiers travaux, il y a de très beaux articles publiés dans Population dans les années 63, 64, 65. En fait, l'inégalité devant l'école, c'est deux choses. C'est l'inégalité de compétences ou de performance à des examens, à des épreuves standardisées, à des tests. Et lorsqu'on parle de PISA, on parle de ça, effectivement. On parle de l'inégalité de performance donc en français, culture mathématique ou culture scientifique mesurée à l'âge de 15 ans. C'est le premier type d'inégalité, inégalité de compétences. Mais il y a aussi un second type d'inégalité, je pense que c'est important, on va en parler très certainement dans la suite, c'est l'inégalité d'orientation à niveau de performance égal. Et alors, je finis très vite en disant, de ce point de vue-là, en 40 ans ou 50 ans, les choses ont pas mal changé, puisque dans le passé, dans les années 60, l'inégalité devant l'école, c'était massivement une inégalité d'orientation à niveau de performance égale. Pourquoi ? Parce que les enfants de milieu populaire étaient éliminés très tôt. En fait, ils étaient éjectés du système, pour utiliser une expression un peu triviale. Aujourd'hui, la quasi-totalité donc, des sortants de CM2 entrent en classe de 6e, etc. Et on peut montrer qu'en fait, aujourd'hui, l'inégalité devant l'école, c'est à peu près à part égale, une inégalité de performance et une inégalité d'orientation à niveau de performance égale, ce qui montre bien qu'il faut en fait être capable de jouer sur ces deux aspects-là. Alors, Élise Huillery, je pense que vous allez nuancer et compléter les propos de Louis-André Vallée, puisque vous avez travaillé spécifiquement sur les inégalités sociales de réussite scolaire. Et d'orientation, justement. Et d'orientation. Vous aviez complété aussi. Dans le prolongement complètement, parce que effectivement,
Louis-André vient de le dire, hein, on a vraiment une première phase de la vie des élèves de la petite section CP jusqu'en 3e, où là, c'est des inégalités d'apprentissage. Donc, on reviendra peut-être après sur pourquoi on a cette formation qui ne cesse de s'accroître, en fait, dans les inégalités d'apprentissage pour arriver à 15 ans, à la fin de la 3e, globalement, avec des inégalités sociales fortes sur les niveaux scolaires. Et puis ensuite, on attaque cette phase d'orientation qui va se dérouler de la fin de la 3e, ensuite la fin de la seconde, pour le choix des spécialités, et puis ensuite, évidemment, l'orientation dans le supérieur. Et là, s'ajoute, comme vient très bien de le dire Louis-André, que c'est vraiment un rajout. C'est-à-dire qu'on a, sur des inégalités scolaires qui sont déjà fortes, à niveau égal, des parcours qui sont tout à fait différenciés. Et par exemple, dans une étude qu'on a menée auprès d'un échantillon de 6000 élèves avec Nuna Guyon, on observe que la probabilité d'être orienté en voie professionnelle à la fin de la 3e, à niveau scolaire égal, est 2 fois supérieure quand on vient de catégories sociales défavorisées, c'est-à-dire des parents qui sont ouvriers, inactifs ou employés. Donc c'est tout à fait considérable. Et c'est ça qui est intéressant, à ce moment-là de la vie, c'est pas encore des problématiques financières qui vont se poser, j'y reviendrai peut-être sur le supérieur. À ce moment-là de la vie, l'orientation en voie professionnelle plutôt qu'en voie générale ou technologique, elle est pas liée à de la difficulté ni de mobilité géographique ni financière. On a pu constater que c'était en fait la combinaison de 2 facteurs. Un facteur d'information, de tout simplement ne pas avoir les mêmes connaissances sur les parcours, notamment dans le supérieur. Donc de faire des choix plus modestes à court terme parce qu'en fait on connaît absolument pas ce qui se passe dans le supérieur, donc on peut pas faire ses choix quand on les connaît pas par définition. Donc ça compte pour 1/3 de l'écart d'orientation dans nos données. Et les 2 tiers restants, c'est des différences de confiance en soi, différences de sentiment d'être capable. Alors qu'on a le même niveau scolaire aujourd'hui, on n'a pas le sentiment d'être capable de la même manière de réussir en voie générale, par exemple, ni dans le supérieur. Et donc ça, c'est tout à fait préoccupant parce que c'est une inégalité par-dessus l'inégalité. Non seulement de ne pas avoir le même niveau scolaire, mais même quand on a le même niveau scolaire, de ne pas se sentir capable de la même manière que des enfants favorisés de réussir. Et effectivement, ensuite, il faut rajouter un 3e étage à la fusée, enfin la fusée des inégalités. C'est les difficultés à la fin du lycée, quand on a le bac, d'avoir accès à l'enseignement supérieur. Quand on est de famille défavorisée, il y a les problèmes évidemment de déménagement dans les villes universitaires, là où sont les formations. Donc on peut faire des choix par exemple de BTS à plus proche, plutôt que d'aller faire ne serait-ce qu'un IUT, qui est déjà un peu plus, évidemment, qui amène déjà à une insertion professionnelle un peu plus... même si le BTS amène à des insertions très bien, en réalité, les salaires sont quand même plus faibles que quand on a fait une licence universitaire ou un IUT. Et donc, il y a la problématique de la mobilité géographique et des aides financières qui existent, mais qui sont en fait sous-calibrées pour véritablement permettre à des familles modestes de subvenir aux besoins d'un étudiant en termes de logement et en termes de coût de la vie. Et c'est pour ça qu'on arrive, je reprends le résultat de Cécile Bonneau et de Sébastien Grosbon, on arrive, alors qu'on a dans l'idée que notre système d'enseignement supérieur gratuit pour une très large part des formations donne beaucoup plus de chances à des enfants défavorisés, le gradient social dans l'accès à l'enseignement supérieur qui a été rappelé tout à l'heure, donc 35% seulement des familles des 10% les plus pauvres, d'enfants des 10% les plus pauvres accèdent à l'enseignement supérieur contre 90 et plus pour les 10% les plus riches. Ce gradient est le même qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on imagine que c'est un système horriblement inégalitaire, avec des universités horriblement chères, et chacun se débrouille, etc. En fait, on arrive exactement au même niveau d'inégalité dans l'accès à l'enseignement supérieur que les États-Unis, parce que notre système de formation, alors déjà parce qu'on a plus d'inégalités avant, parce qu'effectivement, comme on l'a dit, c'est 3 étages d'inégalité et l'étage résultat scolaire est plus inégalitaire qu'aux États-Unis, et parce qu'en fait, nos aides, nos bourses d'enseignement supérieur ne sont pas suffisantes pour véritablement donner accès, en plus de ces problèmes de confiance en soi, etc. Donc, à la fin des fins, le résultat, c'est qu'on a une accumulation de facteurs
Et cette accumulation de facteurs, il résulte sur une inégalité d'accès à l'enseignement supérieur qui est identique à des pays où on imaginerait qu'elle l'est plus. Stéphane Benveniste, il y a des questions qui peuvent auxquelles vous pouvez peut-être répondre. Est-ce qu'il y a une différence entre hommes et femmes sur les grandes écoles? Et on n'a pas parlé non plus de la discrimination, entre guillemets, territoriale. Oui, effectivement. Donc c'est certain que sur ces différences d'orientation et d'aspiration scolaire, en fait, il y a en plus de l'origine sociale, d'autres éléments qui vont rentrer en compte, et notamment la question du genre. Donc les femmes sont surreprésentées, parmi les bachelières depuis environ 50 ans, il me semble. Elles sont surreprésentées dans l'enseignement supérieur. Elles sont plus nombreuses aussi dans les IEP. Mais elles sont globalement 42, donc toujours selon le rapport de l'IPP de 2021, 42% parmi les élèves des grandes écoles. Et même si on se focalise sur les écoles d'ingénieurs, par exemple, seulement 26% des effectifs de ces écoles d'ingénieurs. Donc il y a des différences selon le genre. Ensuite, dans mes travaux de thèse, moi je regarde effectivement s'il y a une différence de l'effet d'avoir un père diplômé d'une grande école selon si leur enfant est une fille ou un garçon. Et là-dessus, je ne vois pas de différence significative historiquement. Si tant est que les filles, de toute façon, étaient très sous-représentées dans l'ensemble de ces écoles, de ces grandes écoles. Et même dans les dernières années Et dans les dernières années, je ne trouve pas de différence notable. Éventuellement, que les filles, il y aurait davantage de reproduction sociale vers les filles que vers les garçons, mais le pouvoir statistique de ces résultats est vraiment très faible. Donc je dirais qu'il n'y a vraiment pas de différence vraiment marquée là-dessus. Après, en termes d'origine géographique, on sait que beaucoup des formations sont concentrées en France, à Paris, pardon. On sait que par exemple sur les classes préparatoires, il y a 300 classes préparatoires environ sur l'Académie de Paris, alors qu'il y en a une trentaine en Seine-Saint-Denis. Il y en a aussi très peu, par exemple dans le Finistère. Et donc ce qu'on mesure, c'est que dans ce même rapport de l'IPP, on voit que les franciliens, donc les personnes inscrites dans un lycée en Île-de-France, représentent 30% des effectifs des grandes écoles de manière générale et 50% des effectifs des grandes écoles les plus sélectives. Et donc ça, c'est sur des données administratives et c'est intéressant parce que ça recoupe un peu à peu près les résultats que je trouve, moi, en mesurant l'origine géographique par le lieu de naissance grâce au nom de famille, où je vois que sur les grandes écoles les plus sélectives, en fait, la surreprésentation des Parisiens a fortement augmenté à travers le siècle, en lien avec la gentrification de la ville, et que en fait, les Parisiens donc de naissance représentent jusqu'à la moitié des diplômés des plus grandes écoles françaises. Est-ce que vous voulez rajouter les uns et les autres quelque chose avant de passer à la troisième partie? Peut-être éventuellement mentionner des études aussi de collègues de Sciences Po et de l'INSP justement, qui en plus de ces différences éducatives selon l'origine sociale ou le genre, vont faire des études intersectionnelles et vont montrer qu'en fait si on arrive donc avec des données administratives des préparataires à Sciences Po, du concours externe de l'ENA, montre que en fait, si on s'intéresse simplement à la question du genre, on ne comprend pas forcément pourquoi il y a des différences entre les hommes et les femmes dans la réussite et l'accès à l'ENA. Mais que si on croise à la fois la question du genre et la question de l'origine sociale, on voit qu'en fait, à préparation, donc il y a une perte, alors que les filles sont justement majoritaires à Sciences Po Paris, il y a une perte progressive des filles au fil des étapes vers l'admission à l'ENA. Et en fait, c'est parce que les filles d'origine sociale modeste sous-performent au concours d'admission, pourtant à préparation égale et à niveau au galop de préparation égal. Donc ils expliquent ça par essentiellement des problèmes d'absence de rôle modèle pour ces filles d'origine sociale modeste. Et je tempérerai quand même ce résultat par la thèse d'Elsa Favier qui dit que effectivement on n'observe pas pour l'accès à l'ENA d'ascension sociale féminine.
mais d'une certaine manière, ce qu'elle qualifie, c'est quand même une mobilité de genre, puisque généralement les filles d'origine sociale supérieure qui parviennent à accéder à l'ENA font quand même généralement mieux que leur mère et parfois mieux que, aussi bien ou mieux que leur conjoint. Et donc ça permet quand même pour les femmes d'origine sociale supérieure de créer de la mobilité de genre. Oui, juste rajouter deux choses sur les différences garçons-filles ou hommes-femmes. Le premier point, c'est que si on regarde donc la lente diminution de l'inégalité des chances devant l'école en fait au fil du XXe siècle, alors en fait elle a été plus forte pour les filles que pour les garçons. On voit notamment que jusqu'aux générations nées, donc c'est des générations très anciennes maintenant, nées au début des années 40, en fait, l'inégalité des chances devant l'école était forte chez les hommes, elle était encore plus forte chez les filles. Donc le lien entre origine sociale et diplôme le plus élevé obtenu était plus strict dans la partie féminine de la population. Maintenant, pour arriver à des choses très, très actuelles, et je reprends ça du rapport France Stratégie qui s'intitule « Les politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes ». Le rapport établit notamment un certain nombre de résultats, dont les deux suivants. Premièrement, la mobilité sociale ascendante des jeunes femmes s'améliore et dépasse celle des jeunes hommes. Donc effectivement, en termes de... voilà, il y a l'inégalité effectivement devant le marché du travail que soulignait avec raison Jean-Marc Germain. Cette inégalité, elle, quand même, elle s'est effectivement réduite. Là aussi, il y a un trend. Et deuxième résultat, c'est une tendance, excusez-moi. En page 68 du rapport, depuis 2003, la mobilité sociale ascendante se maintient pour les jeunes femmes des catégories modestes, mettant à se dégrader pour leur père masculin. C'est une citation du rapport. Et ça, donc, voilà, la mobilité sociale ascendante se maintient pour les jeunes femmes des catégories modestes, mais ce n'est pas le cas pour les jeunes hommes des mêmes milieux. C'est très probablement à mettre en lien avec le fait que, effectivement, les scolarités féminines sont aujourd'hui meilleures que les scolarités masculines. Donc on va passer à la troisième partie, structure économique et mobilité sociale. Jean-Marc Germain, je voudrais qu'on commence avec vous, puisqu'on sait que la France dépense beaucoup d'argent. La politique de redistribution est très importante, ça coûte un pognon de dingue. À quoi sert ce pognon de dingue et parvient-il, en partie en tout cas, à corriger certaines inégalités de départ? Alors la réponse est oui, c'est-à-dire qu'on a dressé un constat plutôt négatif sur la capacité du système scolaire à contrer les inégalités et sur son rôle dans la reproduction des inégalités d'origine sociale. En revanche, le système redistributif est très puissant. Et donc d'ailleurs il ne coûte pas un pognon de dingue, il est juste la réparation du fait que selon la famille dans laquelle on est, eh bien, on n'a pas les mêmes chances, quels que soient ses efforts personnels dans le système scolaire, et pour toutes les raisons que vous avez indiquées tout au long de la vie. Ça commence très tôt. Il y a beaucoup d'études qui montrent que dès la petite enfance, les inégalités se creusent et au fond, le parcours se forme. Alors, peut-être d'abord expliquer comment on fait, puisqu'on a, notamment ces dernières années, développé à l'INSEE une mesure plus complète de la redistribution. Auparavant, on regardait uniquement ce qui était financier, combien vous payez d'impôts et combien vous recevez comme allocation familiale, comme assurance chômage si vous tombez au chômage. Bien sûr, on prenait en compte les retraites. Et puis, depuis 5 ans, on a développé ce qu'on appelle la comptabilité nationale distributionnelle, c'est-à-dire que là, on se dit, on regarde tous les revenus annuels de la France et on essaie de déterminer à qui vont ce qu'on appelle en revenu de marché, c'est-à-dire en salaire et en revenu du patrimoine, et ensuite, quelle est la redistribution. Et notamment, la grande novation, c'est de donner une valeur
Bien sûr, c'est imparfait, il faut faire des hypothèses, mais c'est absolument nécessaire à tout ce qui est la gratuité des services publics ou leur faible coût par rapport aux services qu'ils rendent, et notamment l'éducation et la santé. Et quand on fait ça, on est capable de dire, quand vous êtes dans telle situation ou dans telle catégorie, vous allez toucher tant de salaires et de revenus du patrimoine, vous allez y payer tant d'impôts, vous allez recevoir tant de prestations en espèces ou en nature, et à la fin, votre niveau de vie réel, qu'on appelle un revenu élargi, parce qu'il y a une partie qui n'est pas touchée, c'est touché parce que vos enfants vont à l'école et que vous n'avez pas à payer cela, on est capable de donner des montants, bien sûr, avec des hypothèses qui sont faites. Et si on en vient à la question des diplômes, on peut dire, tout au long de la vie, si vous n'avez pas de diplôme, combien vous allez toucher comme revenu, combien vous allez payer d'impôts, etc., etc. Et je vous donne le résultat. D'abord, le fait que l'écart en revenu primaire, il est de 1 à 3 entre une personne qui n'a pas de diplôme et une personne qui a un niveau de bac plus 3 ou plus. Si vous n'avez pas de diplôme sur toute votre vie, y compris à la retraite, vous allez toucher 1 650 000 euros. Si vous avez un diplôme de bac plus 3 ou plus, ça va être 4 850 000 euros. Donc vous savez dans les magazines combien gagnent les cadres, combien gagnent les professions intermédiaires, etc. C'est ça, c'est ces chiffres qu'on vous donne. D'ailleurs pas tout à fait ces chiffres parce qu'on vous parle de votre salaire, mais pas du fait qu'à un moment donné vous allez avoir des revenus de l'épargne. Pas du fait que vos études vont durer plus longtemps si vous êtes diplômé, mais vous allez avoir une espérance de vie plus longue. Et donc le chiffre que je vous donne est sur toute la vie. À la fin, cet écart donc, de 1 à 3 va être ramené de 1 à 1,5. Donc c'est massif. L'argent qui est utilisé pour la redistribution, c'est à peu près la moitié du PIB français. Mais à la fin, la réduction des inégalités, elle est de moitié, ça réduit de 3 à 1,5. Et donc, vous inondez de chiffres, mais par exemple, quand vous n'avez pas de diplôme, vous allez passer de 1 650 000 sur toute votre vie à 2 500 000 par ce jeu de la redistribution. Donc on a un système de redistribution qui est très puissant, qui réduit très fortement les inégalités quand on le regarde au sens large, parce que si j'avais uniquement fait ce qui était monétaire, alors tout ce qu'on a dit avant était très fort, mais ce revenu élargi, tenant compte des services publics en France, fait qu'on est un pays qui, à la fin, est très peu inégalitaire, et en tout cas beaucoup moins que les États-Unis, parce qu'il y a moins de services publics. Et donc, on voit bien que dans notre débat, eh bien, au fond, si on a un système éducatif qui fait des progrès, qui a le mérite aussi d'exister, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même majeur de pouvoir se dire que quand je suis en France, si tous les problèmes qui me tombent dessus ne se produisent pas, quel que soit mon milieu social, et sans avoir besoin d'argent, je peux aller jusqu'à des diplômes les plus élevés, et on connaît des parcours de réussite, mais en même temps, les structures sociales font que le système, pour l'instant, conduit à une inégalité des chances très importante, conduit à la fin du système scolaire à un rapport de 1 à 3 si on ne corrige pas, et donc la redistribution est totalement légitimée par cela, alors qu'elle pourrait être beaucoup plus questionnée si c'était lié, par exemple, selon sa philosophie personnelle ou politique, si c'était lié à un effort personnel, mais on voit bien que ce n'est pas le cas. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, donc ça c'est le rôle de la redistribution, on a aussi analysé, vous citiez l'excellent rapport de France Stratégie sur les conditions de la mobilité, peut-être qu'on peut aussi en reparler dans cette partie-là, puisque le rapport de France Stratégie est très complet sur les moyens d'action pour la mobilité scolaire, qui d'ailleurs, si la mobilité scolaire était plus importante, peut-être justifierait qu'il y ait moins de redistribution après. Vous voyez que les deux se tiennent. Et dans ces facteurs-là, il y a tous ceux qu'on a évoqués de manière très précise sur l'école, mais il y a tous ceux qui sont en amont. Dans l'étude qu'on citait tout à l'heure de Hicham Abbas et de Michael Siksik, ils font tout un tas
d'analyse entre qu'est-ce qui peut être les causes des inégalités qu'on constate à un moment donné en fonction soit de sa situation, soit de ses parents. Alors sur la situation personnelle, le sexe compte beaucoup. Donc quand on est une femme, on est défavorisé en soi, même si les progrès les plus importants ont été signalés. Il y a la question aussi de la situation de la famille, par exemple dans les familles monoparentales. Ça a un impact à travers le destin scolaire, mais pas seulement. Il y a des études qui sont faites sur la partie purement liée à la famille et à son dynamisme ou ses difficultés. Le fait d'être dans une famille monoparentale est un lourd handicap. Et à contrario, le fait d'avoir des parents qui ont des revenus élevés favorise la mobilité, alors même qu'on est en haut. Donc on pourrait dire on ne peut plus monter, ben non. Ou le fait d'avoir des parents qui sont diplômés eux-mêmes, ou du bac ou plus, ou supérieur au baccalauréat. Là, c'est le bac qui compte. C'est sans doute lié d'ailleurs à la question de l'orientation et des réseaux sociaux que ça permet ensuite dans la vie professionnelle, sont des facteurs positifs. Et il y a aussi des handicaps, mais on en a un peu parlé aussi à propos de la mobilité, que sont la situation géographique, par exemple, quand on est dans les Hauts-de-France, comme enfant, eh bien, on a moins de possibilités de mobilité sociale. Et donc on voit que, en fait, il y a bien sûr l'école qui est au centre, mais pour que l'école, puisqu'on a vu que le diplôme est la clé dans l'histoire, quand vous avez le diplôme, ça donne la suite de la carrière, massivement en tout cas en France. Donc la question, c'est comment permettre d'obtenir le diplôme. Mais dans l'obtention du diplôme, il y a des facteurs qui sont liés au système scolaire. Et il y en a d'autres qui sont liés aux structures. C'était la question, c'est pour ça que je développe ça, qui sont liés aux structures socio-économiques. Et par exemple, le fait qu'il y a une forme de ghettoisation de la société, où dans un certain nombre de quartiers ou de zones rurales, on cumule des femmes et des hommes qui, par une espèce de relégation subie, cumulent des difficultés sociales, personnelles, et du coup, ça se reproduit dans le système éducatif. Donc ce rapport de France Stratégie a le mérite de traiter toutes ces questions-là, a le mérite de montrer aussi que par rapport à ces, au fond, 50% du PIB, c'est-à-dire 1300 milliards qu'on utilise pour la redistribution, pour améliorer la mobilité des jeunes, le rapport calcule qu'on utilise 13 milliards. Donc il y a peut-être aussi l'idée de dire que si on investissait plus dans la mobilité, dans la réussite scolaire des jeunes, alors la réduction, elle serait, la redistribution, elle serait moins nécessaire, puisque les inégalités seraient réduites dès le début, c'est-à-dire ce que vous touchez comme salaire, et puis plus tard comme revenu du patrimoine. Donc on a une amorce de réponse. Louis-André Vallée, est-ce qu'on peut se demander effectivement comment un pays comme la France, qui est plutôt égalitaire en termes de distribution des revenus, peut-il être relativement peu en termes de mobilité sociale? Alors, bon, personnellement, j'ai pas ce diagnostic-là. Et les sociologues n'ont pas le diagnostic selon lequel la France serait un pays où la mobilité sociale serait à un particulièrement bas niveau. Je pense qu'en France, effectivement, cette opinion s'est répandue donc, à la suite de travaux effectivement d'économistes portant sur la mobilité intergénérationnelle du revenu. Mais voilà, il y a eu une note de Clément d'Herbécourt, France Stratégie 2020, qui montrait en fait que ces travaux étaient relativement peu convergents. Il y a un article de Arnaud Lefranc et Alain Tranois dans Annales d'économie et de statistique 2005 qui disait « La France est dans une position intermédiaire ». L'OCDE en 2018, un ascenseur social en panne, point d'interrogation, disait « La France est plutôt un pays où il n'y a pas de mobilité sociale ». Mais il y a encore un article publié la même année à l'ESINA et co-auteur qui dit l'inverse. Voilà, si je prends donc l'article Michael Csikszig, donc ce travail Michael Csikszig Hicham Abbas, effectivement, qui utilise pour la première fois des données de revenus des deux générations, la France est plutôt dans une position intermédiaire. Dans les travaux des sociologues qui sont basés sur les nomenclatures socio-professionnelles, effectivement, donc
donc soit des nomenclatures nationales de type catégorie socio-professionnelle à la française, ou des recodages de données nationales dans des nomenclatures internationales. Là, la France apparaît dans une position intermédiaire. Donc, enfin, je vais le dire comme ça, je ne crois pas qu'on ait à se flageller en disant la France est un pays où vraiment il n'y a pas de mobilité sociale. Ça, je pense, j'ai envie de dire, c'est faux. Oui, il y a une tendance à la reproduction, c'est vrai, mais il y a aussi, il y a aussi de la mobilité. Cette mobilité, alors c'est un point sur lequel peut-être on va revenir dans la suite, mais une partie de cette mobilité a été produite par le changement structurel. Le fait que de la génération des pères à la génération des fils ou filles, les structures socio-professionnelles se sont très, très profondément transformées. Diminution de la paysannerie, croissance du tertiaire, des emplois qualifiés, etc. Ça, alors, c'est un point sur lequel on reviendra peut-être, mais ce changement structurel est assez largement derrière nous. Je vais le dire comme ça, entre la structure socio-professionnelle des fils et la structure socio-professionnelle des pères dans la table de mobilité sociale de 2014-2015, il y a moins d'écart, il y a 17 points, alors qu'il y en avait 20 en 1977, 21 en 1985, 22 en 1993, 23 en 2003. Donc vous voyez, de l'enquête FQP de 2003 à l'enquête FQP de 2014-2015, la mesure par l'indice de dissimilarité entre les marges, donc la mesure de l'importance du changement structurel qui conditionne quand même une partie importante de la mobilité, cette mesure donc du changement structurel, en fait, elle a diminué assez fortement, quoi. Alors, arrêtons de nous flageller. N'empêche qu'il y a quand même des pistes d'amélioration extrêmement concrètes que vous pourriez peut-être identifier pour nous, Élise Vuillery. C'est-à-dire que pour résoudre l'apparente contradiction, je pense qu'il faut absolument reconnaître la reproduction sociale à l'école et la séparer de la mobilité sociale ensuite, qui peut être effectivement moins prononcée. C'est-à-dire que je pense qu'on peut absolument, c'est pas une question de se flageller ou pas, mais je pense qu'il faut absolument s'attaquer au problème majeur qui est l'école. Parce que, en fait, c'est pas tellement après que le problème se pose. Et c'est effectivement peut-être pour ça qu'en comparaison internationale, la position sur le marché du travail en termes de revenus, de reproduction sociale des revenus et des occupations est moins forte qu'elle ne l'est au niveau de l'école, où là, elle est effectivement, comme on l'a dit dans la première partie, très caractérisée. Donc, l'effort doit porter sur l'école, pour le dire très simplement, l'effort doit porter sur l'école, parce que c'est là le nœud, c'est là le problème français en termes de mobilité sociale. Il est là, il est vraiment sur l'école. Enfin, quand je dis l'école, évidemment, je dis l'école à tous les étages, je ne dis pas l'école primaire. Et donc, alors il y a énormément de choses qui ont été déjà tentées. On peut effectivement quand même reconnaître que les zones d'éducation prioritaire, c'était une première tentative évidemment qui existe encore aujourd'hui pour mettre plus de ressources et réduire la taille des classes dans les endroits qui accueillaient des enfants de milieux défavorisés, en tout cas en plus grand nombre qu'ailleurs. Que plus récemment, on a eu, par exemple, les dédoublements de CP, qui est une accentuation en fait de cette politique finalement, en réduisant encore de manière beaucoup plus prononcée la taille des classes en grande section, en CP, en CE1. On a également eu des politiques, par exemple, de mixité sociale qui ont été initiées par Najat Vallaud-Belkacem en 2016-2017 pour essayer aussi de réduire les inégalités. Donc il y a des politiques publiques. En 2017, on commence à avoir un certain recul par rapport à cette politique-là. Oui, alors peut-être que effectivement, je peux en dire un mot. En fait, on a pu regarder l'impact avec plusieurs collègues de ces initiatives en faveur de la mixité sociale. Si on reste concentré sur la réussite scolaire,
mélanger les élèves d'origine sociale différente n'a pas l'air d'être la solution. C'est en revanche une très bonne politique pour d'autres aspects de la vie des élèves, notamment les aspects de cohésion sociale. C'est-à-dire qu'on voit vraiment des effets très bénéfiques de la mixité sociale sur le plan du bien-être personnel, du bien-être social et des valeurs, des attitudes sociales en faveur de plus de cohésion. Donc, c'est tout à fait bien de faire cette politique de mixité sociale pour ces raisons-là. En revanche, et ça, c'est une déception, évidemment, parce qu'on pouvait espérer que ça améliore les résultats scolaires des enfants défavorisés. Ça n'améliore pas, magiquement, les résultats scolaires des enfants défavorisés, même si ça ne les désavantage pas non plus, et ça désavantage personne, d'ailleurs, ça c'est important de le rappeler. Il n'y a pas de coût à faire porter aux uns pour les bénéfices des autres, à faire de la mixité sociale. Donc la mixité sociale, c'est une politique qui est tout à fait bénéfique en soi, mais pas de réduction des inégalités scolaires. Ça, il faut et quand pas même de avoir en tête. réussite scolaire, enfin pas de Voilà, gain. pas de gain. Donc en fait, ce vers quoi la recherche se dirige, c'est qu'il faut profondément changer les pratiques pédagogiques. Il faut vraiment investir dans la formation des enseignants pour gérer l'accompagnement d'enfants en difficulté, qui aujourd'hui est mal géré, effectivement, par un défaut de formation. C'est pas du tout jeter la pierre aux enseignants que de dire qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas été formés pour le faire. On a une formation disciplinaire très élevée des enseignants qui ont des diplômes de master, d'histoire géo, de mathématiques, etc. Un niveau disciplinaire très élevé, mais une formation pédagogique quasiment inexistante. Donc, gérer la diversité des niveaux dans les classes, avoir des pratiques pédagogiques qui favorisent la réussite scolaire d'enfants qui ne sont pas d'emblée à la maison hyper stimulés et déjà un peu en réussite, c'est quelque chose qu'on ne sait pas bien faire. Donc, c'est vraiment un investissement public, massif, il n'est pas non plus hors de portée parce qu'une formation d'enseignant, c'est pas non plus des milliards et des milliards d'euros. Donc on peut le faire, il faut le faire. Former les enseignants à faire réussir des élèves avec des pratiques pédagogiques qui sont utilisées ailleurs, que l'on connaît et que tout simplement les enseignants français utilisent moins parce qu'ils n'y sont pas formés. Donc ça c'est on va dire, la solution à explorer numéro 1. Elle est déjà en cours d'exploration. On fait déjà des expérimentations sur ce type de formation auprès des enseignants et les résultats ne sont pas encore disponibles. Mais là, il nous semble que le nœud, c'est de la formation d'enseignants pour vraiment faire réussir les élèves qui ne sont pas, on va dire, d'emblée en réussite. Parce qu'effectivement, les inégalités que l'on observe dans les apprentissages, ce qui caractérise la France par rapport aux autres pays, c'est que on a des élèves très très bons et on a en plus grand nombre, enfin en nombre important, et on a une proportion aussi plus élevée qu'ailleurs d'élèves en difficulté. Donc on n'arrive pas en fait à faire réussir ces élèves-là, et ce sont des élèves d'origine sociale défavorisée pour la plupart. Et donc effectivement, il y a des pratiques pédagogiques à mettre en place pour réduire ces écarts-là. Et ce sera et d'ailleurs j'y reviens en complément des doublements de CP, parce que les dédoublements de CP ont eu effectivement des effets positifs, significatifs dans les évaluations d'impact qui ont été menées. Mais déjà, on a pareil, on a un recul. Ouais. Il y a eu on a un recul parce que ça a été lancé en 2017, dès la rentrée 2017 pour le CP, en REP+, et non pas en REP. Donc on a des évaluations d'impact qui permettent de voir des gains en termes de capacité de lecture au bout d'un an, mais pas si énorme. Et donc il y avait une déception là aussi, parce qu'en fait on s'attendait, vu la littérature internationale sur les dédoublements de classe, enfin les réductions de taille de classe, on s'attendait à des effets plus forts. Et les gains sont positifs, significatifs, mais un peu décevants. Et pourquoi ? Parce que justement les pratiques pédagogiques qui permettraient de bénéficier d'une taille de classe réduite pour vraiment faire réussir les élèves sont pas utilisées. C'est aussi, ça fait partie de l'évaluation d'avoir constaté le manque d'adaptation des pratiques pédagogiques à la réduction de la taille des classes, et ça paraît être l'explication de pourquoi les effets sont pas plus bouleversants que ça. Donc en fait, il faut la taille des classes, la réduire, c'est vraiment très important, mais il faut associer encore une fois des pratiques pédagogiques adaptées. Et la question des groupes de niveau, si je vous pose la question des groupes de niveau, est-ce que vous auriez le même type de réponse ? On a des craintes par rapport au groupe de niveau. La littérature est pas suffisamment robuste et définitive pour qu'on puisse vraiment dire c'est bien, c'est pas bien. Elle suggère plutôt des inquiétudes. Elle suggère des inquiétudes parce que en fait, c'est une façon un peu par défaut de gérer l'hétérogénéité. Quand on n'a pas appris à gérer l'hétérogénéité en faisant de la différenciation dans la classe grâce à une formation adaptée,
bon bah on sait pas faire. Et quand on sait pas faire, on se dit bon bah voilà, on en a marre, donc on va les séparer par niveau. Et ça risquerait d'appuyer en fait sur le sentiment de pas être capable. Tout à l'heure on en parlait de sentiment d'être capable de réussir ou pas. C'est tout à fait important dans la motivation d'un élève, dans la motivation qu'il a à travailler, qui puisse se sentir encouragé, capable de réussir, etc. Et là, on craint que les groupes de niveau, effectivement, appuient un peu là où ça fait mal. En disant à des élèves, bon, bah, alors vous, vraiment, voilà. Et en appuyant là où ça fait mal, ça va pas forcément les encourager à travailler plus et à s'investir davantage, mais au contraire, ça risquerait de décourager certains qui se disent, voilà, moi, à l'école, de toute façon, je suis un peu nul. Et quand un élève se dit, à l'école, je suis nul, en général, il n'y a pas de travail derrière, il n'y a pas de motivation à réussir, c'est normal. Donc ça, les groupes de niveau, ils risqueraient d'appuyer un peu là où ça fait mal. Alors que peut-être que justement ce sont des adaptations des pratiques pédagogiques qu'il aurait fallu favoriser et non pas les groupes de niveau. Mais il faut faire de la recherche. Il faut faire de la recherche sur ce que ça va produire, parce que de toute façon, ça y est, le décret est paru. Il va falloir le faire. Et donc, nous, en tant que chercheurs, on insiste beaucoup là sur le besoin de recherche pour accompagner le développement des groupes de niveau et voir effectivement les effets en termes de réussite scolaire des élèves. Et donc il va falloir le faire dès la rentrée prochaine pour la 6e et la 5e, pour les maths. Et le français, Stéphane j'ai juste deux réactions peut-être à ce qui a été dit. Je connaissais pas du tout en fait les éléments de redistribution sur l'ensemble du cycle de vie et à quel point ça redistribuait entre les revenus primaires de toutes sources possibles et les revenus post-redistribution, et c'est très intéressant. Et je pense que on peut faire un lien avec la note du CAE qui avait été faite par Élise Huillery et Gabriel Fac sur le fait que, à l'inverse, dans l'enseignement, je sais plus si c'est juste l'enseignement supérieur ou l'enseignement de manière générale, là on a une redistribution qui est plutôt, un caractère anti-redistributif des dépenses d'enseignement, parce que justement on a une sélection sociale des élèves avec des élèves plus favorisés qui vont beaucoup plus loin dans l'enseignement, sur des formations qui coûtent plus cher notamment. Et donc il n'y a pas de raison qu'on ait un système redistributif qui fonctionne relativement bien, comme l'a souligné Jean-Marc Germain, mais que ce ne soit pas le cas sur l'enseignement. Et donc effectivement, je pense que là-dessus, il y a quelque chose à corriger et à investir davantage sur l'enseignement. Sinon, sur les pistes d'amélioration, donc on a parlé de l'orientation, on a parlé de la formation, notamment des enseignants. Est-ce que vous voyez d'autres pistes à explorer, puisque le sujet de notre séminaire aujourd'hui, c'est et si on misait sur le capital humain ? Oui, alors une autre réaction aussi au fait que effectivement la littérature internationale n'est pas complètement certaine de la dimension si critique des périodes de la jeunesse en fait, donc des périodes avant 3 ans notamment pour le développement, mais il y a quand même pas mal de travaux qui montrent que les inégalités se développent très tôt et qu'on n'arrive pas vraiment à les résorber ensuite. On sait qu'il y a des différences psychomotrices très importantes déjà autour d'1 an, des différences de langage sur le nombre de mots qui sont gérés qui sont maîtrisés par les enfants selon l'origine sociale qui émergent très très tôt, des différences dans le développement cognitif et interpersonnel aussi. Et en France, on a le problème que l'accueil collectif en crèche est assez limité en termes de nombre de places disponibles. Mais le problème principal, c'est surtout qu'en fait, ce sont essentiellement les populations les plus favorisées qui mettent leurs enfants en crèche, alors que pour les populations défavorisées, c'est vraiment une infime minorité. Alors qu'on a des travaux de collègues justement à l'INED qui soulignent que en fait, l'accueil précoce des enfants de manière collective permet de limiter les inégalités de développement, notamment en termes de langage. Donc là-dessus, c'est effectivement par manque de moyens, donc ce seraient des politiques qui sont plutôt à moyen long terme, qu'on ne crée pas suffisamment de places d'accueil collectif pour pouvoir justement mélanger les enfants d'origine sociale différentes relativement tôt. Et à l'inverse, je pense que même si déjà avant l'instruction obligatoire à 3 ans, je crois que c'était 97 ou 98% des enfants qui étaient scolarisés en maternelle,
Je pense que c'est quand même un bon signal d'avoir en 2019 fait en sorte que l'instruction soit rendue obligatoire à 3 ans, même si ça paraît seulement une question d'affichage, puisque c'était déjà globalement le cas que les enfants allaient à l'école maternelle en France. Avant 6 ans. Donc investir notamment dans la toute petite enfance, dans les premières années de la vie. Il y avait une question sur la reproduction dans la fonction publique, mais la tablette s'est déconnectée. Donc on peut peut-être faire un dernier tour de table pour conclure. Il nous reste une petite vingtaine de minutes. Vous voulez peut-être réagir avant cela, Jean-Marc Germain? Bon, d'abord, pour dire que il me semble qu'on est assez convergents sur le diagnostic. Malgré ce que disait Louis-André Vallet, c'est-à-dire d'abord sur le positionnement de la France, effectivement, il n'y a pas de raison de se flageller. On est probablement dans le milieu de la reproduction des inégalités. Deuxième élément que je retire de ce débat, mais qui est aussi ma vision, c'est que le système scolaire et éducatif français est un haut niveau standard au plan international. Mais comme partout ailleurs, on se rend compte qu'il ne suffit pas d'avoir des droits ou des possibilités d'accès, voire des gratuités qui sont très importantes en France, mais que les conditions sociales pour réussir dans un système sont absolument essentielles. Et on a évoqué tout un tas de pistes. Moi, j'en rajouterais une qui est ce qui se passe après la sortie du système scolaire. La France a essayé de développer notamment des comptes personnels de formation, ça a changé, des comptes en formation de nom au fil du temps. Mais l'idée que quand on a sorti du système scolaire prématurément, qu'on a commencé à construire sa vie, que l'on puisse reprendre des études et être aidé pour ça, à la fois sur les frais de scolarité, mais aussi sur la prise en charge du revenu, parce qu'en général, on est un actif, me semble très important. C'est la deuxième chance, pas au sens école de la deuxième chance, qui s'adresse plutôt à ceux qui sortent du système scolaire tout de suite, mais une deuxième chance à un moment donné où on commence à trouver du sens à ce qu'on fait, à se repérer un peu dans la société, au fond à pouvoir s'orienter vers ce qui nous plaît. Ça me semble effectivement assez essentiel. Et pour l'instant, les comptes personnels de formation, parce qu'ils conduisent à des durées de formation trop courtes, notamment, qui ne permettent pas de se dire je vais retourner sur les bancs de l'université pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, est une réponse positive, mais partielle. Donc, en position moyenne, pourquoi on a tous ces débats? Parce qu'il y a une différence entre, quand on regarde les catégories socio-professionnelles, ou l'accès au diplôme, où là, les chiffres ils sont incontestables, et puis quand on passe sur les salaires, les revenus, là on a des divergences. D'abord, les chercheurs ont des divergences entre eux, parce qu'il y en a une partie qui étudie les salaires eux-mêmes, et l'autre partie qui étudie le positionnement dans l'échelle des revenus. Ce qui n'est pas du tout pareil, je l'ai dit un peu au début, mais il faut imaginer l'échelle des revenus en France. Vous avez, je parlais de 20 échelons, vous avez les 2-3 premiers, c'est assez écarté, parce qu'il y a ceux qui n'ont même pas accès au RSA, et je pense notamment aux étrangers sur notre sol qui n'ont pas accès aux minima sociaux. Donc 2 ou 3 échelons assez écartés, puis ensuite c'est très plat, c'est-à-dire qu'entre le 3e échelon et le 17e échelon, il y a quelques centaines d'euros de différence par an et quelques dizaines par mois. Donc il faut imaginer que si vous faites une étude uniquement sur le positionnement dans l'échelle sociale, vous allez dire il y en a 30% qui changent qui passent du 15e barreau au 5e barreau, sauf qu'en termes de revenus, il n'y a quasiment aucun écart, notamment grâce à ce puissant système redistributif que nous avons en France. Et puis les 3 derniers barreaux, ils sont très éloignés. Donc c'est pour ça que, à travers les chiffres qu'on a pu citer, il peut y avoir des visions différentes, mais la réalité, c'est, en tout cas moi tel que je voudrais la résumer, c'est de dire on a un système éducatif qui donne des possibilités à tous. Ça, faut le dire, et vous avez raison les uns et les autres de le dire. La gratuité ou la majeure partie de la gratuité est absolument fondamentale. Et pour le coup, quand on étudie d'autres pays où elle n'existe pas et où les études sont très coûteuses, on voit les conséquences dramatiques sur la réussite scolaire. Mais après, on a un système redistributif qui fait que quand on regarde
à 40 ans, par exemple, les inégalités, eh bien, ça a énormément réduit ce que le système scolaire a pu reproduire. Et puis, dernier point de conclusion, on a beaucoup parlé de la façon dont ça fonctionne dans le système scolaire. Moi, je ne suis pas du tout un expert de ces questions-là, mais je pense qu'effectivement, la question des pédagogies est absolument majeure. On a peut-être trop tendance à raisonner de manière un peu mécanique. On double les classes, on rajoute un prof en plus dans une classe, alors que c'est sur la façon d'enseigner qu'on a sans doute, et un certain nombre d'expériences étrangères le montrent. Et puis, ça, c'est pas mon cœur de domaine, moi je suis un économiste. En revanche, sur la création de conditions sociales dans l'environnement de l'école, et donc par exemple la mixité urbaine est quelque chose d'absolument majeur, et ensuite la possibilité de réduire ces inégalités scolaires après, tout au long de la vie professionnelle, j'en parlais avant. Et puis dernier point, vous avez commencé à l'évoquer, même si on n'a pas beaucoup débattu, c'est vrai que le changement de la structure socio-professionnelle de l'économie est quelque chose de majeur. C'est-à-dire, j'ai beaucoup axé mes chiffres sur le statut de cadre, mais qui était avant l'équivalent des revenus, parce qu'il y avait une grille professionnelle entre les deux, il y avait très peu de rémunération individuelle. Aujourd'hui, au sein même d'un statut de cadre, par exemple, il y a des différences énormes, et par ailleurs, il y a des destins, par exemple, liés à l'entrepreneuriat individuel ou la petite entreprise, qui se créent et qui ne sont pas dans le scope de ces statistiques. Et c'est pour ça aussi que vous avez raison de dire qu'il y a de la mobilité qui existe au-delà de ces grandes moyennes et dans les deux sens, d'ailleurs, vers le haut et vers le bas, et qui peut être parfois très importante au cours d'une génération. Donc, probablement encore 3 générations pour être sûr de pouvoir réduire complètement des inégalités, mais en même temps des systèmes de mobilité assez importantes, individuelles, qui existent au-delà de ces grandes moyennes. Et des solutions qu'on a évoquées, parce qu'on est très fort dans l'autocritique dans notre pays, qui sont une exigence, mais qui ne doivent pas dévaloriser ce qui existe. Louis-André Vallée, pour conclure, et effectivement, il y avait cette question d'une des personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, sur est-ce que ce changement de destin professionnel, qui a l'air en tout cas d'être de plus en plus fréquent, des gens qui changent de métier, qui deviennent entrepreneurs, etc., ou qui deviennent boulangers, artisans, après avoir une vie de cadre, par exemple, est-ce que c'était pris en compte aujourd'hui dans le cadre des études sur la mobilité sociale? Et si vous voulez conclure sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Oui, merci. Alors, oui, donc concernant la mobilité intragénérationnelle, donc en cours de carrière, alors c'est aussi on n'en a pas du tout parlé, mais c'est aussi un point fort des enquêtes formation et qualification professionnelle, puisque dans ces enquêtes, en fait, on observe, donc les individus sont observés au moment de l'enquête, ils répondent à des questions sur ce qu'ils font, donc leur profession au moment de l'enquête, et aussi 5 ans avant. Et Marta Velchkovic, en fait, a soutenu sa thèse de doctorat en 2022 sur l'évolution de la mobilité intragénérationnelle en France au fil des générations, donc observée sur une période de 5 ans. Et alors, qu'on regarde au fil des enquêtes ou au fil des générations, on voit effectivement une augmentation de la mobilité en cours de carrière, de la mobilité intragénérationnelle, là aussi à la fois de la mobilité ascendante et de la mobilité descendante. Maintenant, pour revenir sur le sujet de l'éducation, donc je souscris à peu près tout ce qui a été dit, j'ai envie de dire le système scolaire français tel qu'on le connaît aujourd'hui, en gros, il se forge dans les années 60. Avant la réforme Fouché de 1959, la réforme Berthoin de 1959, la réforme Fouché de 1963, la réforme Abi de 1975, il n'y avait pas un système scolaire. Il y avait une filière primaire et une filière secondaire qui étaient à peu près étanches. Et ces réformes, effectivement, ont unifié le système scolaire. Mais Antoine Prot, un vieux monsieur aujourd'hui qui était un grand historien, j'ai envie de dire, c'est le grand historien français de l'éducation,
nous a montré dans des travaux, et je souscris à ça, et voilà, des analyses que j'ai pu publier avec Claude Tello sont très cohérentes avec ça. En fait, on a unifié le système plutôt sur le modèle de l'ancienne filière secondaire, qui était une filière d'élite en fait. Et pour parler, je me rappelle avoir entendu Christian Baudelot, qui lui aussi est un vieux monsieur aujourd'hui, mais qui était sociologue, professeur à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Il disait en fait, le système scolaire français, historiquement, il a été fait pour isoler la pointe de la pointe, donc l'élite, effectivement. Bon, alors, on fait des efforts, on a progressé, effectivement, mais il y a effectivement une marge de progression dans cette direction-là. Donc il faut, voilà, donc il faut jouer sur l'école, il faut parvenir à réduire les inégalités de compétences, parvenir à réduire les inégalités d'orientation à niveau de performance égal. Il faut valoriser le travail des enseignants, c'est très important. Enfin, ils sont, voilà, c'est eux les premiers acteurs. Et j'ai envie de conclure en disant, je pense que la recherche prend conscience depuis quelques années qu'elle doit, sur ces questions, être interdisciplinaire. Et notamment à l'initiative du CNRS, et depuis 2020, il y a un réseau thématique en fait qui a été mis en place qui s'intitule Recherche autour des questions d'éducation, où effectivement commence à se côtoyer beaucoup plus qu'il ne se côtoyait auparavant des psychologues, des sociologues, des économistes, des chercheurs en sciences cognitives, des chercheurs en sciences de l'éducation. Et je crois que ça c'est très important parce que c'est quand même compliqué de réduire les inégalités d'éducation. Enfin, on peut y arriver, on peut le faire, mais c'est pas simple. Il y a même eu un ouvrage de grande qualité qui a été publié par 2 collègues suédois en 1996. L'ouvrage s'intitule Can Education be Equalized? Est-ce qu'on peut égaliser l'éducation? On peut progresser, sûrement. Mais pour ça, la recherche a besoin de se mettre ensemble, et c'est ce qu'elle est en train de faire en ce moment, et je pense que c'est important. Voilà, je vais m'arrêter là. Élise Villery, et si l'on misait sur le capital humain, donc éducation. Oui, et je vais faire un point budget, parce qu'effectivement, c'est quand même sûrement la question qu'on se pose. Donc c'est bien de dire qu'il faut réinvestir dans la formation d'enseignants. Je pense que c'est pas la seule chose à faire, hein. J'ai insisté beaucoup là-dessus tout à l'heure dans mon intervention, mais si on prend un peu globalement les dépenses à faire pour l'éducation, il y a effectivement la formation initiale et la formation continue des enseignants. Probablement, et même très certainement, revaloriser les salaires, parce qu'en fait, ça n'a pas été suffisamment fait, et notamment au niveau des professeurs des écoles et des professeurs certifiés, où l'écart est très important par rapport aux professeurs agrégés qui sont correctement payés. Les professeurs des écoles et les professeurs certifiés sont vraiment très peu payés. Et du coup, on a du mal à recruter, du coup, on a du mal à avoir des tailles de classe au niveau international, on a des tailles de classe plus élevées en moyenne. Bref, rien ne va dans le système éducatif à partir du moment où on n'a pas suffisamment d'enseignants. Donc, la formation, le salaire pour réduire la taille des classes et recruter plus de profs. Investir dans l'orientation, hein, c'est un maillon très faible de notre système éducatif. On en a parlé en lien avec les inégalités scolaires, et je pense que c'est pas très coûteux, mais il faut effectivement avoir un accompagnement à l'orientation beaucoup plus intense dès la 3e et même peut-être en amont. Et puis, on revient à l'enseignement supérieur, effectivement, aide aux logements étudiants, enfin des logements étudiants, des bourses plus généreuses pour que vraiment tous les enfants de tous les milieux puissent financièrement et logistiquement faire des études, ce qui n'est pas le cas. Donc ça nécessite de l'argent. Et en fait, je voulais juste rassurer que c'est pas un coût, c'est un investissement, au sens où il y a un travail très intéressant de Nathaniel Hendren qui a été publié avec des co-auteurs en 2020 dans le Quarterly Journal of Economics, et qui montre que sur tout un ensemble de politiques publiques, éducation, santé, travail, tout plein de choses, la dépense éducative est une dépense qui se rembourse toute seule grâce aux gains, évidemment, en termes de revenus individuels et donc de cotisation sociale et même de taxation des revenus, tout simplement. Pour 1 euro dépensé en éducation, à la fois l'éducation primaire, mais aussi secondaire et supérieure, on a plus qu'1 euro de récupérer dans la vie de cet adulte. Donc c'est un investissement
rentable. Et il faut vraiment le dire parce qu'il ne faut pas hésiter à investir. Alors évidemment, il peut y avoir des mauvaises dépenses qui servent à rien, mais globalement, il faut vraiment penser que l'éducation est un investissement rentable et qu'on se pénalise, nous, en tant que société, à ne pas le faire. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On a une dépense d'éducation dans le supérieur, notamment, on l'a montré dans la note qui était citée tout à l'heure, qui décroît, ce qui est complètement contre-productif. Même si on n'avait qu'un point de vue cynique d'économiste de quel est le bon investissement à faire, l'éducation en est un. Donc il ne faut pas avoir peur de la dépense éducative, au contraire, il faut y aller. Stéphane Benveniste, au-delà de l'investissement dans l'éducation, est-ce qu'il faut, puisque c'est vous qui allez conclure, si on mise sur le capital humain, est-ce qu'il faut aussi d'autres orientations en termes de politique publique pour favoriser la mobilité sociale? Oui, je pense que si on prend effectivement un regard un peu large au niveau de la société, de quels sont l'ensemble des tendances de mobilité sociale et intergénérationnelle qu'on peut observer, je crois qu'on peut se poser la question aussi d'une meilleure fluidité du patrimoine entre les générations, on va dire. Là, il parlait des problèmes de logement pour les étudiants, mais en fait, on voit que des problèmes de logement, il y en a sur un certain nombre de bassins d'emploi, que ce soit pour l'emploi saisonnier notamment, mais pas seulement. Et on sait que pour une partie de la population, maintenant, se loger, acquérir un logement, mais même pour la location, en fait, devient plus difficile. Et le patrimoine rentre beaucoup en compte. Donc on a mis ça de côté pour cette séance, effectivement. Mais parce que c'est un sujet un peu large, mais on a vu que la part des patrimoines hérités a baissé au cours du XXe siècle, puis a réaugmenté depuis les années 70, pour atteindre, je crois que c'est 60% des patrimoines français qui sont hérités, en fait. Et donc on voit que là-dessus, on a peut-être sur la question générale de la gestion de la mobilité intergénérationnelle quelque chose à corriger aussi en complément de l'éducation. Et un autre point pour conclure, c'est qu'effectivement on peut se dire que c'est très important d'investir dans l'éducation, que c'est une dépense qui va être rentable effectivement, mais il faut quand même garder à l'esprit aussi qu'on ne sera pas forcément au bout du chemin une fois qu'on aura mieux égalisé les destinées scolaires. Parce qu'on a ce qu'on appelle des rendements éducatifs, donc ce qu'on arrive à faire à partir de son diplôme scolaire, qui sont aussi dépendants de l'origine sociale. Donc il y a des inégalités sur l'obtention des diplômes, des inégalités sociales sur l'obtention des diplômes, mais on a aussi à diplôme égal une catégorie socio-professionnelle qui va être différente selon notre origine sociale. Ça, c'est notamment les travaux du CEREC à partir des enquêtes génération. Et moi-même, j'ai étudié ça aussi dans mes travaux de thèse sur la partie, donc la pointe de la pointe de l'élite. Et on voit que même une fois qu'on est diplômé de Polytechnique, si notre père était cadre dirigeant d'entreprise, on a 10 fois plus de chances qu'un camarade de promotion d'aussi devenir cadre dirigeant d'une entreprise. Et donc, la redistribution va permettre de minimiser un peu les écarts de revenus, les écarts socio-économiques ex post. Mais il faut effectivement continuer à aller dans ce sens de cette redistribution parce que même une fois qu'on aura réussi à un petit peu mieux égaliser les destinées scolaires, ce qui est effectivement pas très facile, on aura quand même encore des inégalités qui pourront se poursuivre sur le marché du travail. Merci beaucoup à tous les quatre. Ces 2 heures Merci. Touchent à leur fin. Et donc, c'est la fin de ce séminaire « Mobilité sociale, si l'on misait sur le capital humain » avec Stéphane Benveniste, chercheur à l'Institut national d'études démographiques, à l'INED, chercheur associé à Aix-Marseille School of Economics, Jean-Marc Germain, inspecteur général de l'INSEE, conseiller du directeur général chargé d'enseignement à l'École des Ponts Paris-Tech, Élise Huillery, professeure d'économie à l'Université Paris-Dauphine, et Louis-André Vallée, directeur de recherche CNRS au groupe d'études des méthodes de l'analyse sociologique de la Sorbonne. Merci à tous les quatre. Merci.